Yo la team, yo Capet, comment ça va? Écoute, ça va superbe. On va avoir une superbe émission si jamais. On va parler d'Ethereum parce qu'il y a du nouveau. Il y a l'ETHCC qui arrive dans quelques jours. On va parler de Solana. On va parler d'IA. On va probablement parler d'Hyperliquid. Comment tu vas, toi? Ça va, un peu crevé honnêtement, mais bon, on fait avec. Et sinon le marché, c'est dur, hein, c'est dur. Hein. Ouais, c'est dur. C'est un peu relou. Bah c'est dur. Enfin, les prix baissent quoi. Après, Mm. c'est surtout BTC en fait qui est dans un range depuis 2 mois. Et là surtout les indices américains qui commencent à bien dump. Ouais. Je pense qu'on va en parler après, mais les indices américains qui ont amorcé une vraie baisse, je pense que c'est la première vraie baisse qu'on voit depuis février 2025. Donc ça fait 1 an que, février-mars 2025, c'était les tarifs, donc les taxes douanières, etc. de Trump. Puis ensuite, il avait rebroussé chemin, plus ou moins, et puis après, on a juste remis le back turbo. Et maintenant, on a une première vraie correction depuis 1 an sur les indices américains. Il y a tout le reste qui dump, etc. Et du coup, BTC avait déjà pris de l'avance sur le dump, donc ça allait. Mais du coup, maintenant, BTC suit un petit peu la marche, ce qui est compréhensible d'une certaine manière. Puisque en fait, même au-delà des indices et tout qui ont baissé, il y a aussi le gold qui a corrigé, il y a le silver, puis là, il y a le pétrole qui est en train d'exploser. Donc non, il se passe pas mal de choses. Mais je pense que si vous êtes que en crypto, c'est chiant. Si vous êtes en crypto et en TradFi, et qu'en plus de ça, vous faites de la DeFi, ça va. Mais c'est vrai que pour ceux qui font que all du spot en crypto, c'est un peu triste. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut rester ouvert d'esprit et regarder un petit peu les autres marchés, parce que maintenant, on y a enfin accès en crypto. Donc c'est plutôt cool. Clairement. Bah, de toute façon, je ferai un point marché. Alors, pour ce qui est de la macro, on a été déjà assez explicite la semaine dernière, mais pour vous faire un rappel pour ceux qui n'étaient pas là, il y a le conflit en Iran. Au début, le marché avait tendance à pricer sur un conflit court. Moi, je vous dis que je pensais que ça allait durer plus longtemps. Maintenant, il y a cette rumeur constante de est-ce que les Américains vont déployer des troupes terrestres en Iran, mitigé là-dessus. Potentiellement une montée à nouveau des taux par la Fed. Ça, c'est ce que tu nous avais dit la semaine dernière. Donc ça, le marché, forcément, il kiffe pas trop. Et puis après, il y a l'annonce sur le côté IA de Google TurboCount, dont on va parler très précisément. Pour faire très court, ça a donné un sentiment au marché que on va avoir besoin de moins de RAM, moins de HDBM, moins de VRAM sur les cartes graphiques. Moi, je vais vous prouver que je pense pas. Je pense qu'à court terme, ça peut donner ce sentiment-là, mais qu'à moyen terme, ça va simplement donner encore plus envie de monter des infrastructures, parce qu'on va pouvoir faire beaucoup plus avec moins, et que historiquement, c'est pas parce que, par exemple, je te donne un exemple, c'est pas parce qu'on invente un algorithme de compression d'image ou de vidéo que ça y est, on vend plus de disques durs. Tu vois, on a inventé JPEG, PNG, et pour autant, on n'a jamais autant consommé de vidéos, tu vois. Là, c'est pareil. C'est pas parce qu'on arrive à développer des technologies qui font qu'à court terme, on consomme moins de RAM que d'un coup, vas-y, on n'a plus besoin de RAM. C'est juste qu'en fait, on va réallouer ces compétences différemment. Voilà. Donc moi, je pense que là, on est juste sur un marché qui est mitigé, paniqué entre la macro et cette histoire d'IA, que ça peut offrir des opportunités. Mais à part si on a une escalade, un truc de fou, moi, je suis pas trop inquiet, honnêtement, sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Ouais, pour ce qui est de la guerre, c'est compliqué. On verra bien. De toute façon, il y a Trump qui avait dit que c'était 48 heures, puis après il a dit que c'était 10 jours ou un truc comme ça. Ouais. En gros, apparemment, ils sont en pourparlers, et puis en négociation, et puis de d'autres côtés, ils disent qu'il n'y a pas de négo, et puis après, il y a Trump qui dit que c'est des fake news. Enfin, j'ai vu plein de trucs à ce sujet-là. Pour la RAM, je pense que c'est juste un retour, une correction saine. Une Parce petite qu'en fait, respiration, ouais, c'est ça. On va pas se mentir, la RAM, ça commençait à coûter beaucoup trop cher. Ouais. Mais après, du coup, on a vu pas mal d'entreprises run à partir de ça, notamment Micron, je crois, c'est ça. Micron Ouais. Technologies, est, un des gros producteurs de RAM. Et il y avait, je sais plus si c'est ScanDisk ou un autre truc. SKNX, peut-être. Ouais, qui faisait pareil et qui a corrigé, je suppose. C'est un peu corrigé. De toute façon, tout ce qui est lié au stockage a corrigé de Ouais, 6, SNDK. 10, 20%. Ouais. SNDK, pareil, ça a corrigé de l'ordre de 25,
25%, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus. Donc voilà. Après, moi, je vais pas me plaindre. Je suis en mode, si on peut avoir de la RAM moins chère dans nos PC, c'est cool. Et après, après, en soi, ça change pas vraiment enfin, ça va coûter moins cher, hein, et c'est une bonne chose, mais moi, dans tous les cas, je m'attends à ce que l'utilisation de l'IA, elle continue à augmenter de manière exponentielle. Clairement. Donc, c'est une bonne nouvelle aussi, parce que en soi, si la RAM, elle continue d'exploser énormément, en termes de prix, ça allait coûter de plus en plus cher aussi. Enfin, tous les services IA allaient coûter de plus en plus cher. Bon, après, on n'oublie pas qu'il y a le pétrole qui va impacter tout le reste, hein, et c'est de ça dont Powell a peur en plus de la guerre. Mais ouais, Micron et SanDisk, pas ScanDisk, SanDisk, qui ont bien corrigé. Et surtout, tu as beaucoup de boîtes tech US, toujours en mode genre les Figma, les Adobe, les Duolingo, il y a plein de boîtes de startups qui ont des produits retail et B2B aussi, qui sont en train de se faire casser la gueule avec les progrès de l'IA. Donc ça aide pas non plus la tech, notamment l'US 100, etc. Mais je pense que la correction, elle vient davantage de l'incertitude avec la guerre, le prix du pétrole et les taux que purement IA. Après, on verra. En tout cas, dans tous les cas, vous savez qu'on n'est pas des experts macro, mais on essaye de vous donner les informations qu'on a. Mais en tout cas, cette correction, c'est quelque chose que je vois de manière plutôt positive sur les indices, dans le sens où c'est pas agréable à voir et à subir potentiellement. Mais moi, typiquement, j'ai pris genre des profits que j'avais fait sur les dernières semaines en crypto, et j'ai commencé à renvoyer en TradFi pour commencer à faire des achats réguliers sur les indices et sur quelques boîtes qui m'intéressent. Je suis pas en mode je mets la cartouche direct, hein, mais je commence à racheter un petit peu progressivement, parce qu'en fait, moi, la TradFi, j'ai envie d'en acheter, j'ai envie d'avoir plus d'exposition de TradFi, ou en tout cas de m'exposer à des moments qui sont assez opportuns. Et en fait, de ce que je vois, typiquement sur l'US 100, on a corrigé de 12%. Donc c'est pas la correction du siècle, mais des corrections profondes, il y en a peu. Et souvent, la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont relativement rapides, en fait. C'est-à-dire que, enfin, rapide. Genre en 2022 à 2023, on a eu une correction qui a pris 1 an pour trouver un bottom. Mais sur la correction des tarifs, ça nous a pris 1 mois et demi. Et sur le S&P, avant, c'était pareil, c'était quelques mois. Donc, ces moments où ça baisse, moi, je profite pour essayer de recharger doucement. Après, peut-être que même à ces prix-là, j'achète trop haut, je sais pas. On peut pas savoir. Mais j'y vais doucement, faire un petit DCA. Quand je dis un DCA, c'est pas un DCA en mode je fais un DCA sur 4 ans, là, hein. C'est plutôt genre un DCA sur 3-4 mois, où j'achète de manière journalière ou hebdomadaire, surtout des indices dans un temps 1, parce qu'en fait, la TradFi, c'est la partie où j'ai le moins d'alpha, et du coup, si je sais que j'ai moins d'alpha et moins d'avantages sur le marché par rapport aux autres, bah autant aller sur les trucs qui sont EV+, en tout cas qui performent bien et que tout le monde a du mal à surperformer, à savoir le S&P notamment. Donc moi, je fais ça, et voilà, je regarde les messages un peu dans le chat. C'est ça, comme correction, ça permet de recharger nos bacs d'actions. C'est ça. Picsou, tu swaps des tokens avec la TradFi, mais tu restes sur la blockchain? Non. Je suis pas... Quand j'achète des actions et tout en ce moment, je reste pas en crypto. Donc ça passe par du fiat. Yo, le coreback. Yo. Donc voilà. Je sais pas si tu voulais parler d'un autre truc. Bah écoute, on va avoir un beau programme. Donc si tu veux, on va attaquer direct par l'actu. On fera bien entendu un point sur l'AT. Moi, j'ai pas mal de belles choses à vous présenter côté actu, enfin que je considère être de belles choses. Voilà, ça a bien bougé côté Fonda, donc ça fait plaisir. On aimerait que ça suive côté prix, mais bon, ça c'est une toute autre histoire. Toi-même, tu sais. Du coup, on va commencer directement par le Coin Hebdo. Confirme-moi bien que tu vois mon écran. Ouais. Et puis, c'est parti. Donc, Hebdo de la semaine, on va commencer à parler de sécurité quantique, post-quantique. Alors, je voulais un petit peu vous appâter sur ça pour le titre de cette émission. En fait, je vous l'avais dit déjà, je crois, en masterclass. Moi, je pense que le quantique va s'accélérer un petit peu. Donc, on a les professionnels du NIST et de la NSA qui voient plutôt un horizon 2035 ou 2031. Google voit un horizon beaucoup plus court. Je pense que c'est plus conservateur. Et en plus de ça, ça envoie aussi un message aux investisseurs, etc. En gros, ils veulent mettre à jour tous leurs services avec de la sécurité post-quantique, que ce soit Android, Google Chrome, les services Google Cloud. Qu'est-ce que j'appelle de la sécurité post-quantique? Alors, je ne suis pas
spécialiste de l'informatique quantique, hein, qu'on s'entend bien. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un avenir où on fera plus du traitement binaire de l'information sur ordinateur, ce sera pas des 0 et des 1, ce sera des fois entre le 0 et le 1. En fait, on va avoir à terme, hein, ça se fait progressivement, mais on va avoir des PC qui vont être tellement plus puissants que tous les systèmes de sécurité en place dans l'informatique qu'on connaît aujourd'hui vont devenir totalement obsolètes, sauf dans les cas où justement on vient changer les composants pour y intégrer de la sécurité post-quantique. Donc tous les composants de sécurité, que ce soit vos mots de passe, que ce soit vos cartes à puce pour vos cartes bancaires, que ce soit de la cryptographie asymétrique, etc., tout va être piraté plus ou moins rapidement. Donc déjà, sachez qu'il y a énormément de données qui ont été volées et qui sont stockées bien au chaud, qui attendent qu'une chose, c'est l'informatique quantique pour être cassée et pour être libérée. Toutes les bases de données qui ont été piratées, c'est pareil. Donc en fait, gardez pas les mêmes mots de passe, voilà, variez vos mots de passe. Il y a certaines de vos données qui vont leaker, c'est évident. Et pour en revenir au sujet de la crypto, eh bien tout simplement, actuellement, l'informatique, la cryptographie qui est utilisée, c'est ce qu'on appelle de cryptographie à courbe elliptique. Bah ça, typiquement, c'est vraiment sensible au quantique. Donc, si on ne met pas à jour Bitcoin, si on ne met pas à jour Ethereum, Solana, etc., avec de la sécurité post-quantique pour les adresses, eh bien, potentiellement, on va pouvoir pirater les clés privées. Donc, on va pouvoir voler l'argent de Satoshi, l'argent de Vitalik, l'argent de tout le monde. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Ethereum a pris le pas depuis très longtemps. Justement, quand on vous parlait d'infrastructure modulaire, c'était pas qu'une histoire de layer 1 et de layer 2, c'était vraiment de penser un Ethereum en prenant en considération le quantique pour que la menace quantique ne pèse pas sur Ethereum et donc sur tous les actifs qui sont sécurisés sur Ethereum. Sur Bitcoin, je pense qu'évidemment, le nécessaire sera fait, mais en tout cas, il traîne. Hein. Il traîne pas mal et c'est assez inquiétant. Pour le moment, ça n'avance pas trop. C'est-à-dire que dans le cas de Google, comme c'est une entreprise qui vaut des milliards et des milliards, eux, en fait, c'est centralisé, ils imposent à tout le monde de passer à de la sécurité post-quantique. Sur Ethereum, c'est pareil, il y a une fondation, donc même s'il y a un caractère décentralisé chez Ethereum, la fondation pousse vraiment des initiatives post-quantiques avec justement ce domaine qui est sorti cette semaine qui s'appelle pq.ethereum.org, qui est en fait une roadmap de ce qui va être fait pour la sécurité, voilà, registre de clés, précompiles, attestations, consensus, etc. Voilà, il y a plusieurs composants qui vont être mis à jour pour sécuriser un post-quantique. Pour Bitcoin, pour le moment, ça n'avance pas trop. Voilà. Donc c'est assez inquiétant. Moi, je pense naïvement que ça va être bien géré, mais faudrait pas trop traîner quand même. Voilà. Et du coup, pourquoi le quantique pourrait arriver plus vite que prévu ? On en avait déjà parlé dans d'anciennes émissions, mais aujourd'hui, vous savez, les ordinateurs quantiques, c'est très très compliqué à stabiliser. Faut refroidir les machines au zéro absolu, ça coûte un pognon monstre. Sauf que là, on commence à avoir des technologies de transmission de l'information qui passent par autre chose que par le cuivre. Ça va passer par la lumière, je pense à la photonique notamment. Donc on commence à avoir des ordinateurs quantiques avec de la photonique. Et donc, comme on transmet de la lumière plutôt que de l'électricité au travers de conducteurs comme le cuivre, eh bien forcément, ça dissipe moins de chaleur, ça consomme moins d'énergie. Donc déjà, le problème de la chaleur qui peut potentiellement niquer la stabilité de la machine, c'est un problème qui commence à se régler. Donc, entre ça, plus l'intelligence artificielle, plus les progrès de manière générale, on pourrait en fait rapprocher un avenir quantique. On pourrait en avoir un beaucoup plus tôt. C'est pour ça qu'il faut plus se dire « ouais, c'est loin, le quantique, on s'en fout ». Non, je pense que c'est un sujet qu'il faut prendre vraiment au pied de la lettre. Ensuite, je vous disais... Donc Ethereum, des grosses annonces. Alors déjà, on a le THCC qui arrive. Donc ça se passe à Cannes, en France, hein, si jamais, du 30 mars au 2 avril. Alors ce qu'il y a de bien avec le THCC à chaque fois, c'est que chaque année, ils nous font un site qui est horrible. Quand tu veux voir le programme, c'est insupportable. Tu galères, là, t'as des flèches en bas à droite pour bouger le calendar, c'est de la... Bref, je vais rester poli. Mais comme aujourd'hui on est à l'ère de l'IA, j'ai demandé à mon ami Claude de me faire un petit best-of des talks. Et donc, mon ami Claude m'a tout simplement fait un best-of avec des dates, voilà. Donc, ça va surtout se passer autour du 1er avril, mercredi, je crois. Et donc, on va discuter déjà de la politique monétaire d'Ethereum. Alors, on n'a pas trop d'infos, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir énormément de discussions sur l'inflation d'Ethereum, la politique monétaire et le staking.
Donc, il se pourrait qu'il y ait un gros focus sur ça pour rassurer tout le monde en mode on sait qu'on émet peut-être trop d'Ether, on peut peut-être changer la politique monétaire. Bon, ça va être sujet à débat. Ça, c'est le premier débat. Il y aura bien entendu débat sur les fondamentaux, débat sur la DeFi aussi, débat sur un avenir sur la privacy et le post-quantique. Et également, il y a un point sur le développement AI agentique. D'ailleurs, sur ce sujet-là, j'en avais parlé dans une émission précédente. Je fais juste une parenthèse là-dessus. Vous savez, Ethereum, c'est une grande machine à gaz. La roadmap est gigantesque. Et en fait, au lieu de déployer des moyens dingues pour, au final, potentiellement se rendre compte que la roadmap Ethereum, c'est trop une machine à gaz et c'est trop source de problèmes, il y a des initiatives comme ETH 2030, où en fait, l'idée, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour développer avec l'IA les différents composants de la roadmap de manière le plus rapidement possible. Donc là, c'est la deuxième itération. Et la quasi-totalité des composants sont fonctionnels. Alors, ils sont fonctionnels, ils ne sont pas optimisés. Ils pourraient être optimisés, ils pourraient être audités en termes de sécurité, mais c'est fonctionnel. Donc, c'est une initiative qui est hyper stylée parce que du coup, potentiellement, ça va nous permettre de gagner un temps fou pour se préoccuper des vrais problèmes plutôt que partir dans 4 ans la tête dans le guidon et puis faire le point en 2030 en disant « Ouais, en fait, c'est bien, on a avancé, mais on a fait de la merde. » Voilà. Donc, très content de ça. Et ouais, l'IA va être très bénéfique à Ethereum et à Solana. Je continue sur l'actu. N'hésite pas à me couper, d'ailleurs, Léo, je fais mon cours magistral. Sur le quantique, je pense que dans tous les cas, les acteurs principaux vont faire le nécessaire. Enfin, c'est pas quelque chose de nouveau. On sait que ça va arriver. La question, c'est toujours à quelle vitesse ça va arriver. Mais même si sur Bitcoin, il y a de l'inertie, et sur Ethereum, ça prend aussi beaucoup de temps, parce qu'on voit que les conversations, elles sont là depuis 2018. Clairement. Je pense que ça ira, en fait. Il y a beaucoup trop d'argent en jeu et beaucoup trop de gros acteurs positionnés avec énormément d'argent on-chain pour qu'il y ait des risques. Enfin, même on parle de Bitcoin, etc. Mais c'est aussi un risque pour les stablecoins, pour tout ce qui est real world asset tokenisé, pour toute la DeFi. Et ces acteurs-là, quand tu as 200 milliards on-chain, ou genre, je crois, Tether, ça doit être 100 milliards et quelques, ou un truc comme ça. Forcément, tu prends ça au sérieux. Donc, moi, je m'inquiète pas trop. Évidemment que c'est un sujet de fond, mais voilà. Et pour ETHCC, pour tous ceux qui vont profiter bien, souvent, ouais. ETHCC, c'est très qualitatif. Après, c'est surtout utile, mis à part si vous êtes développeur sur Ethereum ou sur le VM, etc., c'est quand même très utile, surtout pour rencontrer des gens qui travaillent dans l'écosystème et des gens qui font la même chose que vous ou qui sont aussi dans cette industrie-là. Donc, pour ceux qui iront profiter bien et pour ceux qui y seront pas, je suppose qu'il y aura des diffusions sur YouTube et des choses qui vont passer sur Twitter. Donc, n'hésitez pas aussi à en profiter. Tout à fait. Tu fais bien de parler de YouTube. À chaque fois, tu as le direct et puis tu as les rediffs. Où vous pouvez voir tous les talks. Donc, c'est pas les champions de la miniature sur YouTube, mais les talks sont toujours très bien. Donc, si jamais vous pouvez vous arrêter sur des sujets intéressants, et puis vous pouvez même les condenser avec l'IA pour vous faire des best-of. Maintenant, vous demandez à Google Gemini, vous envoyez le lien, il vous fait un best-of. Donc, voilà. Mais comme je vous disais, Ethereum, grosse machine à gaz, où vous pouvez voir du coup des dates en haut. Voilà, 2026. Et ensuite, les mises à jour, donc Glamsterdam qui pourrait arriver cet été et Gotha pour la fin d'année. Et en fait, les composants qui vont être mis à jour sur Glamsterdam vont permettre d'avancer sur Gotha, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui avance progressivement au niveau du consensus, de l'exécution, de la sécurité, du post-quantique, etc. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit les DEX peuvent-ils être concernés par le risque quantique également? Mais tout est à risque en fait. Bien sûr, en fait, si tu as le L1 lui-même qui est à risque, tout ce qui est bâti dessus est à risque. Mécaniquement. C'est ça. Donc les comptes, les wallets, les apps, tout. Ouais. Voilà, c'est pour ça. Ensuite, donc Ethereum Economic Zone. Alors, on avait déjà entendu parler d'initiatives comme ça. C'est en train de se concrétiser. Alors, c'est tout frais. Pour le coup, on vous fait l'émission. C'était il y a 2 heures, l'annonce. Donc, l'idée, c'est quoi ? Ça va être de faire un espèce de pont entre les L2 qui vont être, on va dire, Economic Zone alignés et le Layer 1 Ethereum. Et l'idée, c'est d'avoir, dans le cadre de ces layers 2-là et le L1, un partage des liquidités, un partage des transactions, où en fait, au sein d'une même transaction, tu peux appeler plusieurs L2, passer par le L1, etc. Donc, une composabilité synchrone, atomique, parfaite. D'accord ? Avec, du coup, liquidité partagée et surtout l'ETH qui serait, du coup, le gas token.
Donc forcément, ça va pas plaire à tout le monde, on s'entend bien. Il y a des gens qui vont se mettre sur le teco, d'autres qui vont rentrer dans la boucle. Et dans les membres, du coup, on a AAV, Titan, Bivenbuild, Centrifuge, Xstock, déjà pour démarrer. Et l'initiative est portée principalement par le fondateur de Zisk sur la partie Proving ZK. Et Gnosis, qui a son propre Layer 2, sa propre blockchain du coup. Safe, qui est, on va dire, le composant qui gère les multisignatures sur Ethereum des principaux acteurs de l'écosystème. Et CoProtocol, je ne savais même pas que CoProtocol, c'était Gnosis d'ailleurs. En soi, aucun L2 significatif. Pour le moment, ouais. Pour le moment, clairement. Ça va être à eux de se rapprocher et on verra qui est aligné ça va ou suivre. pas. De toute façon, en vrai, ils n'ont pas le clairement. choix. Sincèrement, ils n'ont pas le choix. Je pense. C'est soit tu fais le move. Enfin, si tu décides de ne pas suivre la vision d'Ethereum, alors que de base, tu as créé un L2 pour accomplir la vision d'Ethereum. Bon, après, il y a Vitalik qui a fait des pirouettes pour dire que les L2 c'était un peu de la merde. Ou en tout cas que c'était pas, c'était pas l'UX et le résultat final qu'ils attendaient. Mais de toute façon, pour moi, ça va être très simple. Il y a ceux qui vont suivre et ceux qui. Enfin, pour moi, tout le monde va suivre. T'as pas le choix. Alors, si tu suis pas, en fait, tu fais une croix sur ton L2, je pense. Donc, puis, enfin, ça a un intérêt économique énorme parce que si toi, t'as une bonne chaîne avec de la liquidité, des bonnes pools, des bons AMM dessus, etc., que tes pricing sont compétitifs, le fait de te lier à ça, ça permettra aussi d'améliorer la distribution de ces L2 et de la liquidité qui est dessus. Donc, c'est un peu comme si c'est un peu comme s'il y avait plein de producteurs de produits et d'un coup ils mettaient tout dans un grand supermarché et tout le monde pouvait y accéder au même endroit, quoi. Donc c'est surtout si tu veux pas passer par la distribution du supermarché, c'est compliqué parce qu'il faut compter sur le fait que les gens aillent en dehors du supermarché et qu'ils viennent directement à toi. Donc ça reste compliqué, surtout dans les habitudes de consommation. Enfin, je fais une analogie, mais vous avez compris. C'est ça, c'est à eux de trouver des nouveaux business models. De toute façon, pour moi, c'est encore un nouveau coup de grâce sur les tokens de L2 qui sont voués malheureusement à aller à zéro. Je le dis pas avec le plaisir, hein, je suis le premier concerné historiquement, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, ça arrive quand, l'Economic Zone ? On ne sait pas. On sait juste que les benchmarks et les specs techniques, ça arrive dans les semaines à venir, donc on imagine que ça va être encore fin 2026, 2027, enfin vous connaissez avec Ethereum. Mais au moins, ils annoncent la chose, et puis surtout, ils font pas ça de leur côté, parce que c'est Gnosis et l'Ethereum Foundation. Voilà. C'est pas Gnosis de son côté, après, rejoignez-vous. Il y a quand même l'Ethereum Foundation dans la boucle. Ensuite, on va parler de stablecoin. Alors ça, on en avait parlé dans les émissions précédentes. C'est en train de se confirmer. En gros, voilà... on va dire qu'il va y avoir un changement dans la loi américaine qui fait que tu vas pas pouvoir distribuer des récompenses sur les fonds dormants des clients. Donc, tu vas être obligé, pour pouvoir avoir le droit de proposer des récompenses, du rendement sur tes stablecoins, d'inciter les gens à faire des actions, que ce soit du trading, du paiement, du lending, etc. Donc, c'est pas une interdiction de générer du rendement, mais plutôt restreindre l'invitation à contourner les conditions. En quelque sorte. Mais du coup, le marché a pas pricé l'information sur le coup, parce qu'à l'émission précédente, on en parlait déjà, ça n'avait pas encore dump. En même temps, on était le week-end. Et là, cette semaine, gros dump. Moins 20% sur Circle, même plus, je crois, on est allé jusqu'à moins 27%. Et Coinbase, qui est lié à Circle aussi, a pris moins 10%. Les spécialistes pensent que le marché a surréagi. Donc peut-être une opportunité d'achat, pourquoi pas. Bon. Ensuite, on parlait de Solana. Ouais, non, mais juste par rapport à Circle et Coinbase, etc. En fait, pour moi, j'ai du mal à me positionner sur ces boîtes-là. Honnêtement, je trouve ça... Ouais. Enfin, genre Circle, quand c'était encore plus bas, ça m'inspirait davantage. Mais en fait, Circle, j'ai envie de voir le prix, genre vraiment s'écraser pour pouvoir l'acheter. Parce qu'en fait... c'est pas, enfin, en fait, je me dis que Circle, ça peut vraiment être assez big à l'avenir, enfin encore plus big que maintenant. Mais le truc, c'est que ils ont opéré à perte pendant longtemps. On ne sait pas comment ça va se passer d'un point de vue régulation. Et jusqu'à maintenant, c'était très valorisé. Donc voilà, moi, j'ai du mal à me positionner dessus. Et Coinbase, je regarde vite fait le graphique. Waouh, on a divisé par 3 depuis le top. Ouais. Donc bon, après, ça a bien suivi Bitcoin, hein, on va pas se mentir. Mais je sais pas. En fait, je me dis que l'avantage que Coinbase avait, il va peut-être se perdre. Parce qu'au final,
eux, leur gros point, c'est qu'ils sont ultra régulés, ultra bien distribués, hyper institutionnels, etc., etc. Mais sur les perps, j'ai du mal à les voir prendre beaucoup de parts de marché. Ouais. Et sur même tout ce qui est TradFi, action, etc., il y a déjà des acteurs existants qui sont ultra bien positionnés, genre type Robinhood. Et en plus de ça, sur la partie perps on-chain, donc même crypto ou TradFi, Hyperliquid prend beaucoup d'espace et pas du tout régulé comme eux. Donc, je sais pas, moi honnêtement, Coinbase, j'ai du mal. Autant en 2023, 2024, c'était beaucoup... T'as dit quoi ? Ça fait sens pour moi. Ton argument fait totalement sens. Autant en 2023-2024, je trouvais que ça faisait plus sens d'avoir Coinbase en anticipation peut-être des ETF ou du fait que ça allait jouer un rôle et tout. Mais voilà. Et d'ailleurs, il y a JP Morgan, je crois que c'est ça, qui va lancer son ETF Bitcoin et qui va être à des frais qui est genre bien inférieur à celui de BlackRock et autres. Je sais pas qui sera le custodian, probablement Coinbase aussi d'ailleurs, mais ouais, il y a d'autres gens qui vont rejoindre et plus ça va avancer dans le temps, moins je suis sûr que Coinbase est plus ou moins un monopole ou en tout cas soit le leader d'un point de vue custody sur ces choses-là en fait, parce que je pense que ces boîtes TradFi elles vont monter aussi en compétence avec le temps, et puis aussi il va y avoir beaucoup plus d'acteurs qui sont matures et qui sont bons dans la custody pour pouvoir se positionner sur ça. Donc en fait Coinbase c'est une belle boîte, mais moi je trouve qu'ils ont vraiment mis trop de temps à se développer, notamment au-delà des États-Unis, parce que franchement Coinbase de base quand t'es européen c'est un peu tristounet. Maintenant c'est en train de changer, mais ça a pris tellement de temps que bah en fait en cours de route c'est compliqué. Ouais. Clairement. Bah de toute façon, voilà, nous on l'a vu, c'est Europe, c'est Bitpanda, OKEx qui vient fort, Kraken qui est très en place, faut le signaler. Kraken qui a postpone d'ailleurs son IPO à cause de... Kraken c'est tout petit par rapport à un Coinbase ou un Binance et tout, tu vois. Enfin genre c'est très institutionnel, carré, ils sont là depuis longtemps, etc. Mais tu sais, je regardais les volumes. Et je crois que sur les volumes, ils avaient genre... en tout cas, sur les perps, c'était vraiment négligeable. Genre, je me demande s'ils avaient pas moins d'1% de part de marché sur les perps. Ah ouais ? Ah oui. Ouais, parce que c'est ça qui fait de l'argent. Je crois que HL faisait 10 fois plus de volume que Kraken. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais moi, c'est ce que j'avais vu. Ouais, parce que là, du coup, Kraken, faut scroll. Hein. Ouais, faut scroll de malade. Hein. Faut scroll de malade, hein, what the fuck ? Ouais. Ah ouais. Bon après, c'est la partie futures, donc c'est pas la partie sur laquelle ils sont plus développés. Puis après, t'as plein de boîtes et d'exchanges qui font du wash trading. Même Coinbase, hein. Ouais. Ouais, non, mais wash trading, j'entends. Mais ouais, non, après, tu regardais la première colonne qui est l'open interest. Mais par exemple, les gens, ils ont critiqué Coinbase parce que genre leur volume, il était 10 fois supérieur à leur open interest. Du coup, ça montrait vraiment qu'il y avait full wash trading dessus. Ouais. Donc, mais t'as raison de me corriger sur ça. C'est vrai que le classement change pas mal. Oui, et puis après, il y a plein de gens qui wash trade, quoi. En fait, quand t'as des open interest et des volumes qui sont pas très loin en termes de taille, c'est souvent que genre c'est relativement sain. Genre OKEx, genre ça me choque pas, tu vois. Genre 7 milliards d'open interest et 10 milliards de volume, c'est cohérent. Binance, tu vois, t'es à 21 milliards d'open interest, 21 milliards de volume. Mais genre quand tu vois Coinbase à 300 millions d'open interest et 3 milliards de volume... Genre t'as un multiplicateur x10, il y a clairement du wash trading, mais c'est pas les seuls. Et après je suppose que c'est aussi parce qu'ils ont des politiques soit de no fee, soit pas de frais, soit ils ont des campagnes. Donc après c'est pas parce que genre en mode t'as un exchange qui wash trade que c'est un exchange de merde, mais souvent c'est fait pour attirer les gens et pour leur montrer des plus beaux chiffres qu'il y en a en réalité, surtout d'un point de vue pure liquidité en fait. Ouais, bah après, c'est pertinent comme analyse. Coinbase et Kraken, c'est très fort. Je dis juste les perps, c'est un autre monde, quoi. Mais tu vois, même là, les deux rois, deux frères de fauve, et puis Bybit, qu'il faut quand même signaler. Et Coinbase un peu derrière, sur le spot. Mais tu vois, c'est pas ridicule, tu vois, sur le spot par rapport à un Binance non plus, tu vois. Enfin, c'est x5, x5, x6. Mais les perps, c'est un autre monde, ouais. Clairement. Puis c'est là où tu fais du blé, pas se mentir. Voilà. Écoutez, on va parler Fonda encore, on va parler de Solana. Alors ceux qui étaient là sur mon live, j'en ai déjà bien parlé, mais je vous la fais pour la masterclass. En fait, tu te souviens de Solana Alpenglow sur la partie pure consensus qui devait arriver fin 2025, mais on est en crypto, donc ça a mis plus de temps. Maintenant, ça nous dit testnet Alpenglow pour mai 2026 et mainnet potentiellement septembre. Bon. Constellation, c'est un composant supplémentaire
qui sera géré directement au niveau du protocole, parce qu'on vous a parlé d'Alpenglow sur le protocole Solana, on vous a parlé de Jitobam qui va être sur les clients Jito pour gérer les transactions, on va dire en amont de la création du bloc. Bah là c'est pareil, alors Constellation, je vais juste vous ouvrir le site officiel, la vulgarisation de notre ami Claude, voilà, et le blog officiel. Bon, histoire que ce soit assez compréhensible. Bon, Constellation, dans l'idée, c'est quoi ? Ça va être un changement, un préprocesseur d'Alpenglow. Donc, en fait, le consensus, ça va être Alpenglow Constellation. Ça va pas être juste Alpenglow, ça va être Alpenglow Constellation. Où, en fait, Solana va devenir beaucoup plus résistant à la censure et à la MEV et va introduire un système de tick par bloc, c'est-à-dire tu auras des blocs de 400 millisecondes ou 300 millisecondes, peu importe. Mais au sein de ces mêmes blocs, tu auras un tick. Un peu comme sur les serveurs de jeux vidéo, tu sais, sur CS, tu as un tick rate, donc c'est un temps d'actualisation. Bah là, c'est pareil. Quand tu vas mettre en place une transaction, cette transaction va être intégrée au réseau sur un ordre de 50 millisecondes. Alors, ce ne sera pas une finalité, mais tu auras déjà un début d'ajout de transaction, donc ça vient se rapprocher d'Hyperliquid et ses 70 millisecondes de block time, et on vise une finalité de 150 millisecondes. Donc là, on vient se rapprocher d'une expérience de trading haute fréquence, et comme je vous ai dit, c'est un système résistant à la censure. Comment ça fonctionne dans les grandes lignes ? J'essaie de vous raconter ça simplement. Donc vous êtes utilisateur, vous faites des transactions, d'accord ? Vos transactions sont propagées sur des proposeurs, soit auprès d'un proposeur, soit auprès de plusieurs proposeurs. Ensuite, c'est comme si tu avais un mempool multiniveau, tu vois. Ensuite, tu as ton proposeur qui va soumettre les transactions à plein d'attesteurs. Tu en as, je crois, 256. Et ces attesteurs vont se dépêcher de soumettre ensuite ça au consensus leader. À quoi ça sert de faire ça en multicouche ? Et ben, au lieu d'avoir une espèce d'entente directement avec le leader pour censurer des transactions, les réorganiser, etc., là, en fait, c'est un système où c'est juste pas possible de tricher. Pour la MEV, pour la censure, etc. Et ensuite, de ce que j'en comprends, le leader a pour obligation de soumettre le bloc. Sinon, le bloc est non valide. Donc, ça solutionne totalement le problème de MEV. Voilà. Donc, ça utilise ce qu'ils appellent des proposeurs multiples concurrents, tu vois, avec 256 attesteurs, un leader par bloc. Leader qui va changer à chaque bloc. Et ensuite, eh bien, le bloc est soumis aux 1000 validateurs et on vient vérifier le consensus, etc. Donc, c'est une façon différente de procéder d'Ethereum. Solana s'est justifié sur les réseaux en disant que c'est supérieur à ce qui est fait en ce moment sur Ethereum avec Fossil. Alors, forcément, quand tu as 1000 validateurs, c'est beaucoup plus facile que quand on a 1 million, qu'on s'entende bien. Mais du coup, là, c'est un nouveau design de L1 qui est pensé pour une expérience de trading haute fréquence. Et ça pourrait arriver, je pense, d'ici cet été. J'en suis pas totalement convaincu, mais si tu veux, j'ai pris les informations à gauche, à droite. Alors attends, je croise mes sources. Hein. Voilà, tu as le bloc d'Elius déjà et tu as le site de Solana. Alors, bloc d'Elius, qui nous parlait de la mise à jour Agave, quand tu vas tout en bas, tout en bas, ils nous disent que Agave 4.0 et le testnet d'Alpenglow, c'est pour début mai 2026. Ça se rapproche. Voilà. Et ensuite, sur le site Solana Network Upgrades, on nous dit Alpenglow, donc le mainnet, ça arrivera avec Agave 4.1, donc pas 4.0. 4.1, donc 4.1 après cet été, quoi, je pense. Si j'ai appris un truc en crypto, c'est de ne pas faire confiance à Solana pour les deadlines. De faire confiance à absolument personne. Ouais, faire confiance à absolument personne. Parce que en fait, c'est toujours la même chose et tout. Donc après, c'est pas... je critique pas en mode Solana, mais enfin, c'est plus que, genre, au-delà de l'amélioration technique qu'il faut et tout à Solana, enfin, le problème de Solana, c'est pas nécessairement la performance. La performance, elle est bien meilleure que sur d'autres chaînes. En vrai, c'est pas ça qui va tout changer pour moi. C'est plutôt, genre, ce qui se passe d'un point de vue DeFi et ce que les gens ont envie de faire dessus. Donc après, évidemment, c'est intéressant, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont mettre des espoirs dans ces mages. Mais moi, ma perspective, en tout cas, personnelle, c'est que alors, ils auront beau améliorer tout ce qu'ils veulent techniquement, le problème, c'est pas nécessairement ça. Après, je suppose que s'ils veulent se positionner davantage sur la partie perp, etc., ils vont avoir besoin d'une latence plus faible et c'est peut-être sur ça qu'ils se positionnent. Parce que là, tu sais que genre Drift, c'est gravissime. Hein, genre à quel point... Il y a rien. Le marché perp sur Solana, il fait vraiment, vraiment, vraiment pitié. En fait, il est inexistant, en vrai. Je sais même Drift, pas...
Enfin, ils font 5000 Si t'as dollars par jour Jupiter, pour le premier t'as un peu perplex. Jupiter. Jupiter, ouais, ça marche bien, mais en fait, le truc, c'est que, en fait, les perps, c'est chaud parce que, en fait, c'est celui qui a la meilleure liquidité et les meilleurs coûts d'exécution qui gagne majoritairement. Et le truc, c'est que même si t'es deuxième, mais que t'es genre vraiment 20% ou 30% moins bon que le premier, genre ça a presque aucun intérêt de venir chez toi, tu vois. À part s'il y a des incentives et ce genre de trucs. Donc c'est extrêmement difficile pour... Enfin, moi, en fait, je pense sincèrement que personne ne va réussir à concurrencer HL sur les perps. Moi, je pense que la guerre est terminée. Après, évidemment que t'es Solana, t'as des investisseurs, t'as des users, t'as envie de faire en sorte que Solana ait son propre perp dex, etc. et que ça scale. Mais pour moi, ils ont aucune chance, honnêtement. Après, peut-être je suis délu, hein, mais pour moi, ils ont aucune chance. Et je pense qu'ils auraient bien plus de chance à utiliser Hyperliquid comme source de liquidité sur Solana. Je sais pas comment, mais voilà. Que de vouloir recréer la roue et tout. Mais je pense qu'il y a clairement un blocage parce que Solana, c'est pas EVM et Hyperliquid, ils ont leur L1. Après, c'est EVM, il y a des précompiles, mais c'est compliqué. Donc, enfin, on l'a vu, même Phantom, au final, je sais pas si tu te rends compte. Phantom, au final, maintenant, Phantom, c'est l'app qui génère le plus de frais sur Hyperliquid. Ça, Et je savais pas. je me demande si Phantom, ils font pas bien plus d'argent avec Hyperliquid qu'avec Solana aujourd'hui, tu vois. Ah, mais c'est sûr. Genre, je crois qu'ils font un truc genre 15-20 millions à l'année, hein, Phantom avec l'intégration Hyperliquid, là. Je sais pas si on réalise. Je crois que c'est protocole fees. Non, c'est pas protocole qu'il faut. Non, mais tu ne trouveras pas là. Mais je peux t'envoyer un lien si tu veux. Je vais trouver un lien. Si, j'ai trouvé, voilà, Phantom, on l'a ici, là, déjà. Non, sur mais 30 en fait, jours. Ouais, mais juste pour montrer ce qui vient d'HL, tu vois. Tu me l'envoies où? Je te l'envoie dans le truc privé. Ouais, voilà. Si tu veux, tu peux le mettre dans le chat. Ouais, je le mets dans le chat et je le mets dans la conf. Comme ça, t'as les deux. Mais voilà, après, tu peux choisir ça t'affiche de base 24 heures cumulatives, mais tu peux mettre all time, par exemple. Et all time, tu vois, all time Phantom, hein, ils ont lancé l'intégration il n'y a pas si longtemps, ils sont déjà à plus 18 millions. Ouais, là, tu peux changer, tu peux mettre all. Et ouais, ils ont fait 18ème. Tu vois, revenu 18ème. Voilà. Putain. Merci, au revoir. Donc, quand je te dis que c'est aberrant, c'est aberrant. Et tu peux regarder sur 30 jours, comme ça, tu peux voir à peu près combien ça rapporte à l'année. Mais tu vois, 30 jours, ils font 1,9 million, tu vois. Donc, en gros, ils font 25 millions à l'année avec l'intégration Hyperliquid. Je sais pas si on réalise. Genre, ils font plus d'argent que des vrais protocoles avec énormément de TVL, enfin, des vrais protocoles, que des protocoles avec des grosses TVL, etc. Genre, en fait, les perps, c'est imbattable parce que c'est ce qui génère le plus de fees, parce que les gens, ils traitent bien plus que ce qu'ils ont, en fait. Contrairement aux spots. Donc, c'est injouable. Donc, trop bien ton dashboard, frérot, hein, by the way. Parce que là, en gros, c'est que des acteurs sur Hyperliquid, en fait. Ça, c'est que les builder codes. Ouais. En gros, les builder codes, ça te permet que lorsqu'il y a un user, il passe par ton app et il veut, genre, je sais pas, réaliser un trade, et ben en gros, genre, l'app ou le wallet va faire passer le trade à ta place, enfin pour toi, même si t'es en self-custody. Et quand ils vont lancer la transaction, ils vont insérer genre une note pour Hyperliquid, plus ou moins, pour faire très simple, qui dit, sur cet ordre, tu rajoutes X% de frais. Il y a pas de minimum, mais je crois il y a un maximum. Et du coup, après, eux, ils le définissent. Et du coup, après, tu peux voir même le volume, tu vois. Mais tu vois, ils font 4 milliards de volume sur 30 jours et ils font 2 millions. Ils font 2 millions. Donc, ils prennent des... Je crois ils ont doublé. Phantom, Phantom, ils doublent les fees d'HL. Donc, en gros, quand toi, tu t'aurais payé 1 sur Hyperliquid, quand tu passes par Phantom, en fait, tu payes 1 Hyperliquid et tu payes 1 à Phantom. En gros, tu doubles les frais. Mais c'est pour ça que moi, par exemple, j'ai grave du mal avec les terminaux de trading, peu importe lesquels, hein, je suis pas là pour tirer spécifiquement sur quelqu'un, mais parce que, en fait, parce que, genre, par exemple, juste le fait que toi, tu veuilles trader les perps via ton wallet Phantom au lieu de le faire depuis Hyperliquid, ça coûte 2 fois plus cher. Genre, c'est comme si, je sais pas, c'est lunaire. C'est comme si je te disais, achète une voiture pour moi et toi, tu me la factures 2 fois plus cher. Genre, ouais, bien sûr. En fait, tu me la factures genre 5, 10, 15 fois plus cher. 10, 15, 20% plus cher. Je dis pas. Et là, c'est du simple au double, quoi. Ouais, et même au triple avec MetaMask, du coup, ouais. Ouais, et based, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est 0.05 qu'ils prennent. Et voilà, tu vois. Et genre, c'est pour ça que tu vois des frais d'assassin. Mais pour moi, je
suis en mode, bah, s'il y a des gens qui sont heureux avec ça, tant mieux. Moi, je vous déconseille fortement de trader les perps via un terminal de trading, honnêtement. Genre, en vrai, genre de 99% des cas, vous pouvez tout faire depuis HL et ça vous coûtera juste moins cher, en fait. Ouais. Mais après, Putain, en tout je cas, suis en mode ça machallah, marche. content pour eux. Clairement. Ok. Bah écoutez, Solana, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Il faut qu'ils le fassent, c'est bien qu'ils le fassent. Comme à la base, ils ont voulu être plus décentralisés qu'un Hyperliquid, mais moins décentralisé qu'un Ethereum, bon, bah, c'est un curseur à placer. Ils mettent à jour leur protocole, c'est du sérieux. Moi, clairement, après Ethereum, c'est le L1 que je privilégie, en plus d'Hyperliquid, hein, bien sûr. Voilà, Solana. Mais est-ce que ce sera suffisant? Franchement, depuis que tu m'as mis le doute à l'époque... Moi, je te dis la vérité, pour moi, genre, juste Hyperliquid, ça va tous les baiser. Vraiment. Genre, moi, je pense, Hyperliquid, je le mets top 3, top 4, là. Ouais, moi, je vois ça devant Solana, je vois ça devant BNB. Pour moi, en vrai, dans ma tête, la crypto, c'est Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid actuellement. Vraiment très premier degré. Hein. Je vois pas ce que Hyperliquid fout top 13. Hein, mais voilà. Après, évidemment, il y a des grosses valos à aller chercher. Puis après, Hyperliquid a une grosse FDV aussi, parce qu'il y a plein de jetons qui sont pas encore émis. On va se le dire. Donc en FDV pur, c'est 2, 3, 4, 5, 6e. Mais pour moi, en FDV pur, ça devrait être 3e. Moi j'ai exclu les stablecoins. Ouais. Donc... Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, top 6. Pour moi, Hyperliquid, c'est devant Solana, c'est devant BNB, c'est devant XRP. C'est pour ça que je mets 3e. Alors le chat, je vais être un peu aigri, c'est pas contre vous, hein, c'est pour votre bien. TAO 4e. Faut doser. Alerte. Non, mais c'est toujours pareil. Hein, TAO, tech très intéressante, le play, IA, tout ça, très bien, mais TAO ne fait pas d'argent. Est-ce que vous avez déjà dépensé sur TAO, quoi? Tu peux argumenter que Solana, ils en font pas non plus beaucoup. Hein. Si, ça dépense en fees quand même hein, sur Solana à cause de ces meme coins de con, mine de rien. Oui, mais t'aimais combien à côté? Ah ouais. Et si t'aimais 6-8%, c'est compliqué hein, de catch-up parce que ça te fait une pression de vendeuse de malade. Hein. Parce que là, tu regardes le prix, mais mets en market cap, on va rigoler déjà. À gauche. Ils ont changé. Ouais, voilà, c'est qu'ils ont changé, ok. Tu vois, c'est pas la même. Hein. Genre, c'est là où tu te rends compte à quel point tu te fais diluer, à quel point il y a de l'émission, à quel point il y a des vestings et tout. Donc, mais ouais, moi, plus ça avance, pour moi, c'est fini. En vrai. Pour moi, c'est Solana, ça va se faire flip par HL. Pour moi, en fait, c'est juste. En fait, pour moi, vraiment le point qui peut faire que ça peut vraiment partir en couille, c'est le moment où Hyperliquid est beaucoup mieux branché à l'EVM. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a HyperEVM qui sert de liant, mais c'est pas encore ultra développé. Mais si demain, genre ta liquidité perp, tout le monde commence à accéder genre sur Base, sur Ethereum, sur Arbitrum, etc. Et que genre c'est ultra performant et que c'est rapide, etc. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Solana genre. L'argument de Solana de base c'était fantôme. Hein. Enfin, j'abuse de malade. Non, mais c'était la simplicité, la rapidité. Simplicité, rapidité. Mais aujourd'hui, Rabi Wallet, c'est très simple pour interagir avec toute le VM et oui, enfin, moi je trouve pas. Moi je trouve Rabi c'est très bien, mais frérot, genre quand t'es obligé de bridger et de faire des trucs et tout, oh là là. T'es un noublard. Tu le fais une fois. Ouais, mais t'es un noublard, t'es en mode waouh. Et puis c'est toujours pas parfait. C'est pas oui, je suis d'accord. Aussi bien pour les noobs qu'un fantôme, je trouve. Je suis d'accord. Mais t'es quand même obligé de bridger quand t'es sur Phantom dans tous les cas. Ok, bon, je continue sur l'actu, du coup... Et j'utilise Rabi, juste pour être clair, dans le chat. Rabi, moi j'adore, on parle vraiment d'une perspective débutant. Ensuite, du coup, merci beaucoup évidemment à OKEx de soutenir cette émission. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 5% de cashback sur la carte bancaire sur OKEx. Donc ça, je vous en avais parlé de nombreuses fois. Vous pouvez utiliser la carte bancaire OKEx, l'alimenter avec vos euros, l'alimenter avec vos crypto-monnaies, vos stablecoins, etc. Vous transvasez vos fonds contre du stablecoin USDG pour pouvoir profiter du cashback. Voilà. En plus du cashback, vous avez une plateforme pour le trading. Je vous montre ça rapidos. Trading Spot, Margin Spot, pour le moment.
Sûrement d'autres trucs qui vont arriver très prochainement, puisqu'en fait, ce qui bloque, c'est la réglementation, on va pas se mentir. Hein. En Europe, voilà. Ils ont fait une annonce, d'ailleurs, je pense que tu as vu, ils commencent à proposer dans certains pays des perps sur action. C'est tout frais, mais pas encore pour l'Europe. Et voilà, on commence à avoir des perps sur action sur OKEx, donc tout au même endroit avec un même compte. Et je pense que ça va arriver tôt ou tard pour l'Europe. Mais en attendant, voilà, on a le marché spot. Avec les principaux tickers, hein, Ampère Euro, Ampère USD, Ampère Stablecoin. Je prends par exemple... qu'est-ce qu'on prend comme exemple? Allez, AAV. Voilà. Quand vous faites un achat, une vente, vous pouvez le faire avec des stablecoins. Vous voyez, vous pouvez choisir de trader avec USDC, USD, USDG. Voilà, pareil pour la vente. Donc vous USDG, il l'utilisez y a comme des vous avez récompenses l'habitude de le faire. aberrantes en ce moment dessus. Ouais, bah ouais, c'est la réponse contre l'USDC, on va dire, d'un espèce de consortium où tu as OKEx, tu as Kraken, tu as une banque singapourienne. Attends, on va aller sur USDG protocole. Et là, par exemple, sur Pendle, ton USDG, tu peux te verrouiller un yield de 5,4%. Et c'est ultra liquide. Et Pendle, genre USDG. en rewards et tout qui te donnent, sur Pendle, t'es à 7%. Voilà. Donc c'est incentivé à la mort. Je vais aller voir ça. C'est aberrant. Alors, Pendle, website, s'il vous plaît. Website, voilà. Je n'utilise jamais Pendle, alors désolé les gars si vous me voyez patiner. C'est la V2 app ou Boros? V2. Et tu On tapes y arrive, on y arrive. USDG, mais tu vas le voir tout en haut de toute façon. Quasiment sûr. Ouais, tu vois, USDG. Clique, ouais. Et tu vois, genre, t'es Pity. Donc, Pity, c'est genre, tu sécurises un yield, t'es à 5,36. Et regarde l'underlying APY, il est à 7% parce qu'il y a des incentives et tout. Alors, après, il y a des choses éphémères qui durent jusqu'au 2 avril, voilà. Mais nativement, off-chain, il te donne déjà 3%. Et là, sur le marché, tu peux minter, enfin, ou acheter de l'USDG contre tes USDC et te faire payer 5%, en fait. Donc, après, si vous utilisez vos stablecoins et que vous utilisez pour trader et tout, c'est un autre game. Mais en tout cas, sachez que vraiment sur Pendle, il y a des opportunités de malade. Alors, c'est juste, faut se renseigner, quoi. Et on parle d'une capitalisation déjà de 1,8 milliard pour l'USDG. Vous voyez, mais c'est market cap. loupé à la mort et tout. Moi, je veux voir ce que ça va donner une fois que les incentives seront partis. Ou quand les Bullish, on a Robinhood, mais ouais. Galaxy, OKEx, Paxos, parce que c'est émis par Paxos. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, Paxos, c'est un gros acteur régulé pour l'émission de stablecoin. Donc c'est sérieux. Hein. Paxos, c'est très gros, mais ils ont fait plein d'acquisitions. Ils ont même le Pax Gold, qui est un des plus gros avec l'XAUT de Tether. Paxos, ils ont beaucoup d'argent, ils sont en train de racheter plein de boîtes. C'est en train de bouger. Et moi, je pense qu'ils vont beaucoup pousser dans la partie tokenisation de commodities, d'actions, de stratégie. Enfin, en tout cas, ils prennent grave ce tournant, genre de on tokenise tout et on met tout on-chain. Avant, Pax Gold, c'était un peu has-been, j'ai un peu l'impression. Et là, ils sont en train de faire la remontada, quoi. D'ailleurs, ils avaient dit, c'était assez marrant, parce que, je sais pas si tu te souviens, genre tout le monde s'était battu pour le ticker USDH sur Liquid. Et ils avaient tous dit, oui, qu'on gagne le ticker ou pas, nous on sera là, on buildera, on fera, hey, il est où ton stablecoin sur HyperEVM ou sur Hyperliquid, frérot? Je le vois pas, I cannot see. Donc c'est... Voilà. Après, Paxos, c'est ultra régulé, c'est ultra clean. Enfin, moi, de ma compréhension, hyper clean. de ce que j'ai vu, c'est... Ouais, c'était un des premiers à avoir vraiment des audits propres, en fait. Tout simplement de voir que c'est bien backé et que c'est pas comme Tether à l'ancienne, on va dire, quoi. C'est vraiment transparent. Mais juste dans le chat, vous utilisez Pendle, vous le comprenez, Parce que depuis 2018, on a des rapports sur l'USDP. Ouais. Mais ouais, parce que là, en fait, sur Pendle, il y a vraiment des yields de zinzin. Et genre, franchement, genre sur Pendle, tu peux avoir ton 5,5% sur de l'USDG. Genre, il y a vraiment zéro risque. Il y a toujours un risque, mais genre, c'est vraiment minime, quoi. Donc, vraiment, sur Pendle, en ce moment, t'as des yields de zinzin. Y compris sur des gros trucs, hein. Mais ouais, t'as des yields qui sont assez ouf. Ensuite, du coup, je vais vous parler de Google TurboQuant, que je vous disais. Alors, à faire très court, j'ai pas envie que ce soit trop complexe pour vous, mais pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Je vous mets en situation, je vais prendre mon cas personnel. En ce moment, je m'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle qui tourne en local sur mon PC. Donc, plein de façons de faire, mais en général, si tu veux vraiment un modèle performant, faut une bonne carte graphique, ou plusieurs bonnes cartes graphiques, ou des machines avec de la RAM unifiée. Donc là, par exemple, je fais un live, je suis sur une carte graphique RTX 4090 de Nvidia. Donc vous voyez, quand je vais dans mon gestionnaire des tâches,
on peut voir ma mémoire GPU dédiée, j'ai 24 gigas. Donc en fait, j'ai 24 gigas de VRAM. Et là, entre mon stream, plus voilà, j'ai des pages Chrome ouvertes et tout, vous voyez, je bouffe déjà quasiment 6 gigas. Donc en vrai, quand tu optimises un petit peu, que tu désactives l'accélération matérielle de Chrome, que tu nettoies ton Windows et tout, tu descends à 1 giga. Si tu n'as qu'un seul écran, tu descends à 1 giga. Ça veut dire que tu as 23 gigas pour faire de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui prend de la place pour faire de l'intelligence artificielle? Il y a 2 trucs principalement. Tu as d'abord le poids du modèle. Donc par exemple, si je vais sur Hugging Face, je prends un modèle. Là, vous voyez, j'en ai plein à droite. Donc vous voyez, le modèle non compressé, le modèle non compressé, bon, 70 Go de VRAM, c'est pas pour moi. Mais dès que je commence à aller sur des modèles, on va dire compressés, donc quantisés, ça s'appelle. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux de quantisation. On peut commencer à avoir des trucs qui sont abordables. Je pense notamment, par exemple, au iQ4XS qui prend 17,5 Go. Sauf que tu n'as pas que le modèle. Quand tu commences à faire de l'IA, d'abord, tu dois charger le modèle sur ta carte et ensuite, tu as le contexte. Donc, qu'est-ce que c'est le contexte? En fait, c'est votre texte. Quand vous envoyez 4 mots dans un chat, le contexte, il est petit. Mais quand vous commencez à lui donner un gros PDF avec je ne sais pas combien de pages, ou que vous dites à l'IA, regarde ma base de code pour mon projet de site web, il y a plein de trucs à prendre en considération. Le contexte augmente. Et donc, en fait, ce qui commence très rapidement à prendre de la place en VRAM, c'est le contexte. Donc jusque-là, vous me suivez. Et donc, on va prendre l'exemple actuellement. Actuellement, dès que tu commences à mettre un petit peu de contexte, vas-y, déjà 16 000 tokens, c'est pas grand-chose, 16 000 tokens de contexte, ça prend déjà 4 gigas de VRAM. Donc si tu mets un modèle un petit peu velu, hop, déjà tu dépasses niveau VRAM. Là, avec cette nouvelle technologie de Google, en fait, en ne perdant pas en précision de calcul, donc en gestion de ton inférence, tu divises ton contexte, le poids de ton contexte en VRAM par 6. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, 16 000 tokens qui bouffent 4 gigas sur ta carte, tu te retrouves avec 16 000 tokens qui prend moins d'1 giga. Donc, c'est énorme, en fait. Parce que ça veut dire que, au lieu de devoir soit avoir un petit modèle pour gérer un gros contexte, soit avoir un meilleur modèle et un petit contexte, là, tu peux avoir un très gros contexte pour pas grand-chose. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le papier de Google, là, TurboQuant, a été annoncé cette semaine. Mais en réalité, il était déjà disponible sur Internet depuis plus d'1 an sur Arvix. Google compte faire une intégration officielle pour le 2e trimestre de 2026. Et comme là, le papier de recherche est déjà public, des gens peuvent déjà lire le papier et l'intégrer tout de suite. Donc, il y a déjà des gens qui essaient de l'intégrer à des moteurs d'inférence comme Llama CCP, Ollama, LM Studio, TensorRT, bref, tout ça. Et donc, ça va arriver très vite, en fait. Du coup, on en revient à ce que je disais en début d'émission. Et Léo, n'hésite pas à me couper si tu as des choses à rajouter ou quoi. C'est que là, je suis un peu passionné par le truc. En fait, là, on pourrait se dire, ça y est, c'est bon, le problème de la RAM est réglé. La RAM, ça va baisser et tout. Non. La seule chose qui va se passer, c'est qu'on va avoir très vite des nouveaux modèles qui vont gérer des contextes beaucoup plus gros. Donc, on va avoir juste des IA beaucoup plus puissantes. Peut-être qu'à court terme, les marchés vendent un petit peu leurs actions RAM et tout, mais on va avoir besoin de contexte d'1 million de tokens, 2 millions, 5 millions. C'est nécessaire, en fait. C'est nécessaire, et donc ça va juste faire avancer tout le monde. Par contre, là où c'est vraiment bénéfique, c'est que pour les particuliers, sur des beaucoup plus petites cartes graphiques, moyennes cartes graphiques, on va pouvoir gérer des modèles beaucoup plus compétents. Et forcément, sur des supercalculateurs pour de la recherche, c'est du pain béni. Parce que si tu concentres des grosses quantités d'informations, tu remplis forcément ta RAM 6 fois moins vite pour gérer le contexte. Donc c'est vraiment ouf en fait ce qui se passe. Bien entendu, je ne suis pas rentré dans les détails mathématiques de comment on arrive à diviser par 6 parce que je ne suis même pas capable de les expliquer. Mais voilà, vous l'aurez compris, grosse compression du contexte et donc gros bond en avant en IA qu'on va ressentir dès les prochaines semaines. Je pense que déjà d'ici 2-3 semaines, il va y avoir déjà des logiciels qui vont intégrer ça. Donc ça va être trop stylé. L'IA en local, ça va être trop stylé. Je vois juste dans le chat, ça s'excite. Et je voulais répondre juste à 2-3 personnes. Ouais, fais-toi plaisir, Léo. Non, en gros, il y a des gens qui parlaient du risque sur Pendle, etc. Mais en fait, le risque de Pendle, c'est quoi? C'est
Globalement, t'as un risque de smart contract, mais bon, genre, Pendle, ça a des milliards de TVL, genre, si ça se fait hack, bonne chance, mais genre, ça impacterait toute la DeFi, mais c'est battle testé, c'est là depuis des années, etc., mais il y a toujours le risque, évidemment. Mais sinon, genre, mis à part ça, t'as pas vraiment de risque, si ce n'est, genre, si tu rentres avec trop de size dans des pools où il y a pas assez de liquidité, ou que, genre, tu t'amuses à trader, que tu prends de l'impermanent loss parce que tu vas pas jusqu'à la maturité, etc. Mais voilà. Et après, pour l'asset, il y a quelqu'un dans le chat qui dit c'est pas Pendle le risque, c'est juste l'asset que je choisis. Évidemment. Et du coup, USDG par Paxos, c'est pour ça que je disais qu'il y avait très peu de risques. Donc après, évidemment, le risque zéro n'existe pas. Mais bon, avoir de l'USDG sur Pendle, je pense que d'un point de vue risque, vous prenez beaucoup plus de risques en faisant d'autres choses aujourd'hui en DeFi qu'en faisant ça. Et après, il y a quelqu'un qui disait 5% sur du stable, tu perds en pouvoir d'achat puisque tu es en dessous de l'inflation réelle. Bah oui, je sais pas quoi te dire. Vas-y, explique-moi comment tu génères ton 20%, frérot. Moi, j'explique juste genre que c'est mieux d'avoir du 5 ou 6 ou 7% ou 8% sur tes stables que d'en avoir zéro, quoi. Parce qu'en fait, quand Bah ouais. dans ton compte, il ne fructifie pas. Donc voilà. Après, oui, il y a des vrais risques sur les assets sous-jacents. C'est pour ça que je parlais du SDG, je me suis permis parce que c'est safe. Mais par exemple, REUSD, REUSDE et tous les réassurances et reward assets ou les trucs où on sait pas trop d'où viennent le yield, ça, pour moi, il y a des vraies questions qui se posent et c'est légitime. Même il y a des tokens auxquels que tu t'exposes, ils peuvent genre, être lockés ou genre ça peut être compliqué et tout. Donc après, c'est à toi de faire tes recherches, etc. Mais souvent, les trucs très liquides, au pire des cas, tu peux sortir via la pool Pendle. Et sinon, juste fais un meilleur choix. Mais ouais. Et en fait, là, si tu vas tout en haut, tu peux faire. Là, tu as écrit All Categories, tu sélectionnes stable. Ouais. Ensuite, tu peux faire. Voilà, déjà, tu as tout ce qui est sur du stable. Moi, j'utilise pas cette vue, mais ouais. Et ensuite, tu peux scroller. Là, tu as que les trucs sur du stable. Donc, tu as USDI, tu as USDE, tu as NUSD, SAVUSD, etc. Donc, après, c'est un peu plus poussé. C'est de la DeFi, etc. Faut vous renseigner. Mais moi, en tout cas, je génère entre du 7 et du 15% d'APY sur du stable, sans prendre trop de risques, honnêtement. C'est totalement fair. Donc, je dis pas ça en mode faites-le, je dis ça plutôt dans une perspective où, si jamais vous êtes sur du stable et que le marché dump, vous avez des occasions de générer genre des yields qui sont plutôt cool. Et après, si vous n'êtes pas à l'aise avec le risque, vous pouvez juste aller dans des trucs encore moins risqués. Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est important de le rappeler parce que, aujourd'hui, c'est ça la DeFi. Aujourd'hui, la DeFi, c'est quoi? T'as des PT sur Pendle qui te permettent de t'assurer un yield fixe. Et ensuite, une fois que t'as ton PT qui t'assure un yield fixe, tu le mets en lending ou en borrowing, surtout en lending, en tant que collatéral, sur du fluide, sur du AAV, sur du morpho. Et ensuite, tu vas emprunter contre. Et vu que les APY des PT sont souvent très élevés, tu vas emprunter moins cher que ce que te donne le PT. Et donc, en fait, tu peux boucler. Et en fait, aujourd'hui, la DeFi, sur les stablecoins, aujourd'hui, sur le VM, c'est quasiment que ça. Et c'est avec ces boucles-là que, genre, par exemple, sur Fluid et autres, genre, tu peux arriver sur du 20, 25, 30% d'APY. Bon, après, t'arrives sur des niveaux de risque avec le fait de boucler et tout, c'est pas la même chose, parce que t'as des vrais risques de liquidation. Mais en soi, sur Pendle, si tu boucles pas et que tu t'amuses pas à faire des trucs de fou, t'as aucun risque de liquidation. Donc, il faut que tu ailles sur Multiply. Là, je sais pas pourquoi tu vas sur Light. Tu vas sur Lend. Et genre là, tu vas sur Multiply, par exemple. Et du coup, genre en gros, ils te font déjà des boucles préfaites. Et genre en mode, tu peux monter genre à 20, 25, 30% d'APY. Alors là, par contre, il y a des vrais risques de liquidation. Parce que en fait, plus tu boucles, et plus tu es sensible en fait aux variations d'APY et aux DPEG, etc. Mais il y a vraiment des mecs qui te sortent ça. Et là, il n'y a même pas de question de pitié. Mais même là, sur Pendle, ils ont annoncé que tu allais pouvoir boucler depuis Pendle. Parce qu'en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais sur AAV, genre, il y a énormément de TVL, genre, c'est juste des pity, genre. Des pity de USDE, par exemple, tu vois. Et genre, les gens, ils bouclent sur ça. Donc, encore une fois, c'est pas une invitation à faire nécessairement ça. C'est plutôt que vous compreniez à quoi ressemble le marché, quoi. Je sais pas ce que tu fais là. Mais écoute, je meuble tes propos, l'histoire qu'ils aient pas. Le marché va d'abord de la DRAM. Non, mais je veux dire, sur AAV, tu peux aller sur aav.com/markets, je crois. Et ouais, AAV for Web. Et ouais, là, tu regardes. Genre, t'as grave des PT si tu scrolls. Il n'y a pas des PT du SDE? Non, mais scroll. Voilà, tu vois, t'as les PT. Donc, en gros, genre, il y a par exemple, SUSDE, il y a 400 millions de collatéral qui est mis. Et derrière, les gens, ils empruntent du stable contre ça.
Et vu que les taux, ils sont hyper bas, bah, genre sur AAV, tu peux emprunter à 3-4% en ce moment. Et t'as des trucs avec des petits, ça te sort du 5, 6, 7, 8%. Et en fait, les gens, ils bouclent sur ça. Du coup, je voulais vous parler du coup de cette histoire de RAM. Encore une fois, donc on a eu quand même des corrections cette semaine. Micron 12%, SanDisk 11%, SKNX, Kioxia 6%. Voilà, bon, ça a pris une petite respiration de marché, on va dire. Mais tout le monde est optimiste. Tout le monde est optimiste sur le fait que ça va continuer parce que l'IA, ça débloque tellement de choses que c'est en full all-in. Et qu'en général, c'était pareil l'an dernier. Quand DeepSeek est sorti, sur le coup, le marché a paniqué, ça a shorté. Puis très rapidement, on a tapé des nouveaux plus hauts. Et là, ça va être un petit peu pareil. Alors, tu as un truc qui s'appelle le paradoxe de Jevons. Je me permets de le lire de haut en bas parce que je trouvais ça hyper intéressant. Donc, l'économiste William Stanley Jevons observe que la machine à vapeur de Watt consomme moins de charbon que ses prédécesseurs. Pourtant, la demande en charbon ne pèse pas, elle explose. Le moteur plus efficace rend la vapeur rentable pour des usages qui n'existaient pas avant, les usines, les locomotives, les navires. L'efficacité élargit le marché au lieu de le réduire. Ce mécanisme s'est répété à chaque cycle technologique. La compression JPEG n'a pas réduit les ventes de stockage. Elle a permis la photo numérique grand public, puis les smartphones 100 photos par jour. Les codecs H264, qu'on utilise actuellement pour ce stream d'ailleurs, et H265 n'ont pas tué la demande de disques durs. Ils ont rendu le streaming 4K viable et Netflix a englouti la bande passante. Donc en fait, c'est ça. C'est que tu as une révolution technologique qui va baisser les coûts à court terme, mais qui va juste permettre des nouveaux usages à moyen terme. Et donc, ça va juste permettre à la technologie de s'étendre, tout simplement. Et donc, au lieu de devoir multiplier le nombre de cartes graphiques pour pouvoir gérer des modèles, tu fais plus avec moins. Et ça débloque de nouveaux usages, tout simplement. C'est comme les stablecoins, en fait. Genre, vu que ça coûte de moins en moins cher de faire transiter de l'argent, l'argent, il transite de plus en plus. C'est le pari de Circle. C'est que genre, si tu baisses la friction, en fait, tu favorises l'utilisation. Et au final, les gens, c'est comme genre les baisses de coûts de l'IA. Genre, enfin, je sais pas, genre, si l'IA elle coûte moins cher, juste les gens, ils vont utiliser plus, en fait. C'est ça. Et puis, plus de marge pour OpenAI, Anthropic et tout. Parce que, clairement... en fait, ce qui va coûter cher dans un premier lieu, et Google TurboCamp ne le règle pas, c'est l'entraînement des modèles. Pour l'entraînement, tu ne peux pas utiliser TurboCamp. Par contre, pour l'inférence, la gestion des gros contextes, oui. Donc, on va pouvoir vous proposer des modèles avec des gros contextes sans que ça coûte un bras à gérer. Donc, ça, c'est trop stylé. Voilà. Ensuite, on a V4, qui n'est pas encore sorti, qui veut transformer les liquidités dormantes en machines à rendement. Alors, tout simplement, l'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir un système dynamique qui est capable de gérer les fonds non utilisés et de pouvoir générer du rendement avec, tout en limitant les risques. Donc, bien sûr, ça passera par la gouvernance, bien entendu. Mais long story short, en mettant en place ce mécanisme-là, ça leur permettrait d'avoir un rendement moyen sur les stablecoins de 4,9% à l'année plutôt que 4%. Donc, une hausse de 25%. Donc, on n'a toujours pas de date fixée pour la AVV4. Mais j'imagine que ça va arriver très très rapidement, puisque là maintenant, de toute façon, Zeller, BGD et compagnie, c'est bye-bye. Donc je pense qu'ils vont envoyer du steak. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, on aura beaucoup de talks liés à la DeFi lors de l'ETHCC. Donc voilà, lundi, mardi, mercredi, il va y avoir beaucoup de talks. Et notamment, Stani d'AAV va faire un talk de la rareté à l'abondance. Il va reparler de ce qu'il avait dit dans son grand trade sur l'infrastructure à multi-trillions de dollars, puisque pour lui, les real world assets, c'est l'avenir. Et AAV va aller de plus en plus dans ce sens. Au lieu de se cantonner à uniquement la DeFi crypto, ça va être la DeFi tout court pour toutes sortes d'actifs. Mais de toute façon, là, on le voit, genre toutes les boîtes qui sont hype ou qui lèvent beaucoup d'argent, ou tous ces trucs-là en ce moment, c'est que des real world assets. Genre, c'est que des assurances, TradFi qui sont mis on-chain, genre des treasury bills, ça va être des produits structurés, ça peut être en fait, tout est en train de... Tout ce qui se passe en TradFi est en train de se faire tokeniser. Et en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que en fait, on est en train d'importer plein de sources de yield qu'on n'avait pas en crypto et qui viennent de la TradFi pour les mettre on-chain et les rendre disponibles de tous, en fait. Mais je pense, moi, ma take par rapport à ça, c'est que je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont profiter de ce filon, comme à chaque fois sur chaque narrative, pour faire de la grosse merde. Genre de la grosse merde. Genre des black box où tu comprends pas d'où vient les PY, tu sais pas ce que c'est, etc. Et tout le monde commence à se mettre à louper dessus. Mais le truc, c'est que vu que c'est du yield qui vient de la TradFi,
je sais pas exactement parfois genre ce qui se passe en TradFi à ce niveau-là pour certains produits. Et du coup, au final, bah oui, tout ton système est transparent, on-chain, etc. Mais le yield et la génération du yield, elle est off-chain. Et genre, des fois, genre, c'est beaucoup plus opaque, quoi. Donc, moi, je m'attends à ce qu'il y ait de la casse, en vrai. Genre, enfin, moi, je pense que la majorité des trucs, ça ira et tout, mais je m'attends à ce qu'il y ait de la casse. Mais par exemple, il y a pas mal de choses. Tu regardais, je crois que c'était sur CryptoRank ou autre, mais par exemple, là, il y a les STRC de MicroStrategy qui offrent genre du. T'avais cliqué sur les trucs avant Reward Asset peut-être? Ouais, j'étais sur RWA DeFi. Voilà. En gros, t'as les STRC de MicroStrategy qui te rémunèrent à 11% en TradFi. Et ça, ils sont en train de. Bouge pas, ils sont en train de l'importer en DeFi avec avec APYX, je crois. Enfin, si tu veux retourner sur Pendle, je sais plus si tu l'as lu là. Ouais, je crois. Mais peut-être tu peux aller sur Pendle. Ouais. Ok. Je te fais ça. Attends. Je sais plus si c'est celui-là ou autre. Ouais. Va sur Pendle, voilà. Et là. Voilà. APYUSD. Je crois que APYUSD et APXUSD, c'est lié au STRC de MicroStrategy. Bah attends, on va voir. En fait, en gros, ils tokenisent genre les STRC, mais. Enfin, ouais, stratégie. Je sais pas s'ils font que ça, mais en tout cas, ils font ça en partie. C'est ce que j'ai vu passer à un moment. Donc après, je suis pas encore ultra à la pointe sur ces sujets-là, j'ai regardé, mais aujourd'hui sur Pendle, c'est un des gros trucs qui a de l'attraction. Quand je parle des trucs shady et tout, je parle pas nécessairement de ça, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais ça fait partie des trucs où t'es en mode, c'est un peu nouveau, tu comprends pas, et les gens ils voient 15% d'APY, ils cliquent, et puis voilà, tu vois. Ouais. Donc c'est ce à quoi il faut faire attention. Okay. Très clair. Ouais, du coup, pour ceux qui connaissent pas Root Data, ça permet de voir un petit peu tous les projets qui sortent, les projets qui lèvent des fonds, vous pouvez trier par catégorie. Ça permet un petit peu aussi de voir ce qui se passe plus ou moins en temps réel sur le marché, et puis vous pouvez trier par investisseur. Hein. Par exemple, si vous voulez trier, avoir que du paradigme et 16Z, voir, vous pouvez. Donc c'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous en servir. Et donc, pour terminer sur l'actu... voilà, Binance durcit ses règles, les nouvelles sanctions contre les market makers manipulateurs. Bon, en gros, ils ont mis en place des nouveaux signaux d'alarme. Ils imposent maintenant à leurs market makers d'être transparents sur calendrier de déblocage, les trading orientés dans un autre sens, etc. Le but étant que ce soit moins la fête du slip en théorie, on va dire. Ça fait 8 ans ça crime, ça s'est dit faudrait peut-être peut-être on fasse un truc, peut-être. Ouais. En vrai, c'est une bonne chose. Ça va dans le bon sens. Mais c'est juste... c'était long, hein. Ça avait pas l'air si compliqué que ça. C'était lent. Bah, on a attendu que le marché soit au sol pour que... Genre, on a attendu d'avoir bien crime. Et maintenant qu'on a bien crime et que le marché, il est bien plus régulé, institutionnalisé, voilà, maintenant, on va faire les chevaliers blancs. Bon, tant mieux, hein. Je dis pas. Hein. Mais moi, Binance, j'ai vraiment du mal. Du coup, il y a sûrement d'autres acteurs qui vont faire la même. Et puis, tu as des gens qui ont tapé un peu sur Binance pour dire « Ouais, bon, vous dites ça, mais vous demandez quand même de prendre jusqu'à 15% d'un supply de tokens pour un listing. » T'imagines 15% 15%. De manière réaliste, au moins 5 à 8%. Ouais. Ça vit. Après, c'est une position dominante dont ils tirent avantage. Tu vois, genre, c'est comme si toi, demain, tu fais un produit et genre, il est grave pas connu et tu vas voir Leclerc ou, je sais pas, c'est ça. Et tu leur dis distribuer mon produit, ils vont pas te dire ouais, vas-y, avec plaisir, frérot, je te mets bien là, gratos. Donc après, Binance, eux, ils tirent avantage de ça, mais à un niveau, frérot, c'est-à-dire ils prennent 10% de ta boîte. Ça mange, clairement. Et encore, ça dépend, parce qu'il y a le truc des launch pools, et puis on sait pas à qui va les rewards, et puis il y a des rewards qui sont whitelistés pour des influx et pour d'autres trucs, mais du coup, tu sais pas, genre, jusqu'où va le whitelisting. Enfin, bref, moi, en fait, vu que c'est pas transparent, tu peux pas faire entièrement confiance au truc. Et surtout que Sisi il m'a tilt, désolé. Ouais, bah t'es pas tout seul. Hein. Pour moi, c'était l'élu, mais il nous a un petit peu uriné dans la bouche. Mais après, je comprends. Les milliards, les baby, ça monte à la tête. Hein. Faut croire. Écoute, je vais te passer la main, Léo. On a eu exclusivement de l'autre flow là, sur les ETF cette semaine sur Ether. J'ai bien envie que tu nous parles du marché, de l'AT. Ouais. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Coin Academy, à scanner le QR code OKEX pour vous créer un compte, soutenir le média et faire vos petites emplettes en crypto si jamais vous sentez que c'est le moment de s'exposer. Ouais. Alors attends, j'enlève ton screen. On voit mon écran, ouais. Je sais pas pourquoi. En fait, je l'ai écrit en capette, en fait. Attends, je peux pas me renommer ? Je te renomme si tu veux, moi.
Vas-y. Euh, du coup, d'un point de vue marché, en fait, on peut parler de BTC, on peut parler de ce qu'on veut, mais au final, le marché se résume un peu à ça. C'est-à-dire, comme j'expliquais un peu au début du stream, que le S&P 500 est en train de corriger, tout comme le Nasdaq, enfin l'US 100. Donc toute la tech, mais même en dehors, sont en train de corriger sur la TradFi. Ce que j'expliquais juste avant, c'est que la dernière fois qu'on avait vraiment corrigé, c'était il y a 1 an, c'était en février 2025, et des corrections, on en a eu, mais genre, elle a l'air bien partie celle-là quand même. Ouais, clairement. Donc, Les 38%, Léo. Hein. Ouais, les 38%, on va believe, hein. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas souvent des corrections. Là, pour le coup, ça a l'air de pas mal paniquer. On reste pas si étonnant que ça, comme on l'expliquait, avec possiblement une augmentation des taux. En tout cas, il y a des probabilités que les taux soient montés ou ne soient pas baissés, en tout cas. Avec la guerre et tout, ça facilite pas les choses. Mais globalement, voilà, ça commence un peu à paniquer en TradFi, du moins aux États-Unis. Et ça, du coup, ça impacte directement Bitcoin parce que il avait déjà bien baissé, mais c'est compliqué pour Bitcoin de performer dans un contexte comme ça. Donc, du côté de BTC, c'est assez simple. On a un range, à mon sens, qui est très clair. Ta borne haute ici qui a fait résistance, 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 déviation et intégration, on reteste en tant que résistance. Et là, tu as ton bas de range qui a servi 3 fois de support. Et donc maintenant, a priori, on se dirige vers ce niveau de support. Et en fait, le truc, c'est que souvent, quand tu as une déviation de range, tu as tendance à tester la borne opposée, donc la borne basse ici pour le coup, et même de la traverser. Et typiquement, c'est exactement, mais genre vraiment exactement la même chose que ce qu'on a vu ici. Je suis pas en train de dire qu'il va se passer la même chose. Hein. Je veux juste dire que là, actuellement, on voit quelque chose d'assez similaire. C'est-à-dire que tu as ta résistance, on la travaille, et puis au bout d'un moment, tu fais une petite déviation, tu réintègres. Bon, ici, on a même retesté la zone comme résistance, et après, tu vas chercher la bande basse, voire tu la traverses. Donc, en fait, c'est simple. Vu que actuellement BTC est dans un bear market, et que depuis ici, on a cassé la structure weekly, baisse, range, déviation, baisse, range, déviation. Est-ce qu'on va refaire une baisse? Potentiel baisse. Rien. Mais en tout cas, actuellement, c'est un peu la dynamique. En weekly, on est toujours en dessous des EMA. Moi, je sais pas si vous en rappelez, j'étais assez bullish quand on était là, vers ici. Et en fait, quand on a commencé à ravaler et réintégrer, je suis parti en fait. Tout simplement, c'est le moment où j'ai arrêté d'être bullish. Et du coup, moi, ma take, elle est très simple sur le marché des crypto-monnaies. C'est en gros, on peut reparler d'un truc bullish si on récupère les 72K ici. Donc, on rebreak la précédente zone de résistance et la borne haute du range dans lequel on est. Et à ce moment-là, on peut imaginer qu'on va chercher la prochaine résistance qui est à 85 000, qui était mon objectif lorsqu'on était autour d'ici, à 72. Soit on va chercher beaucoup plus bas, et à ce moment-là, on se dirige vers des achats vraiment plus long terme. Parce que du coup, la borne basse, elle se situe... Enfin, t'as genre ton range intra... Enfin, en gros, le range que j'ai montré ici, en soi, c'est limite genre la partie haute du range global dans lequel on était là. C'est-à-dire que là, t'as ton range global, et ça, c'est genre un peu le range intermédiaire dans lequel on est. Donc, en fait, pour moi, c'est simple. C'est soit on récupère 72, et à ce moment-là, j'arrive à me repositionner à l'achat et à me dire, là, vraiment, on a un changement de structure, on repart, et on a un vrai changement de dynamique. Soit on va chercher plus bas, et à ce moment-là, pour moi, là, c'est vraiment de l'ordre de l'achat long terme, quoi. C'est-à-dire que pour moi, si on retourne dans cette zone ici, pour moi, c'est la zone où tu achètes et tu fermes les yeux, quoi. Enfin, en tout cas, c'est une zone dans laquelle tu as envie d'être plus investisseur que trader. Là, même là, ça m'intéresse plus trop de trader, peut-être pour jouer des trucs à court ou moyen terme, et encore. Mais voilà, donc je sais que c'est pas très excitant, c'est soit ça monte et j'achète, soit ça baisse fort et j'achète, mais je vais pas vous mentir, moi je suis pas là pour vous inventer des choses. Il y a des mecs qui disent super, c'est faible, donc tu t'attends à ce que ce soit encore faible. Écoute, c'est une tendance baissière, quoi. Donc ouais. Non, mais enfin moi en fait acheter ici là actuellement, c'est pour moi acheter au milieu de rien. Genre là vraiment, si je me disais ok, faut vraiment que je dise un truc actionnable et tout pour le stream. Ok, on achète ici, mais on met notre invalidation où, on met notre stop où, on le met ici. Si on se fait stop ici, on arriverait dans une zone long terme. Donc, pourquoi se faire SL sur un achat dans une zone long terme? C'est un peu débile. Enfin, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Est-ce que j'ai envie de shorter ici pour autant?
franchement, ça commence à être un peu compliqué. Qu'on avait réintégré le range avec l'aide d'aviation, pourquoi pas, parce que tu as une invalidation qui est pas très loin. Là, l'invalidation, elle commence à faire un peu plus loin et encore. Donc non, franchement, moi, ce qui m'intéresse, c'est soit d'acheter dans cette zone ici, si jamais on va plus bas, soit d'acheter un retour de force et un changement de structure ici sur BTC si on récupère les 72K et qu'on a de l'acceptation au-dessus de ce niveau-là. Mais pour moi, ça se résume à ça, et vu la gueule du S&P, pour l'instant, c'est plus le sud que le nord. Donc, moi, concrètement, ma strat, c'est quoi ? C'est sur la TradFi, y compris le S&P, l'US 100, etc., c'est de commencer à acheter doucement, en spot, voilà, en TradFi. Je suis pas en mode le bottom, il va être posé maintenant, mais c'est commencer à acheter sur, 3, 4, 5, 6 mois. Après, peut-être, encore une fois, je dis n'importe quoi, mais pour le coup, moi, c'est ma perspective actuelle. C'est ce que je fais. Pour ce qui est BTC, je vous ai déjà dit ce que je voulais faire et que actuellement je faisais rien. Et après, pour ce qui est du reste, ETH c'est BTC en plus faible et Solana c'est BTC en plus faible ou ETH en aussi faible. Donc en fait, moi ce qui m'intéresse c'est la TradFi, BTC et Hype. Et Ethereum et Solana, ça m'intéresse absolument pas pour le moment. Pour ce qui est de Hype, pour le coup, on est en train de buter sur cette résistance des $40. On est en train de consolider tout doucement en dessous de cette résistance-là. Donc voilà. Moi, pour moi, on se dirige vers une sorte de compression et je pense qu'on va avoir une réponse rapide. Le truc, c'est qu'on est dimanche soir. Donc là, les marchés ils vont réouvrir à partir de 23h, je crois, heure française. Alors après, on a eu un changement d'heure, etc. Donc je sais pas ce que ça va donner. Ouais. Le S&P. Merci le changement d'heure d'ailleurs. Ça me fait gagner 1 heure sur le live. Merci. Ouais, moi ça me change pas grand chose, je crois. Mais du coup, ouais, on ouvre dans 3h30, donc à minuit, ouais, sur le S&P. Et un peu avant sur le Gold, je crois. Non. Ah non, pareil, minuit. Donc voilà, je pense qu'on va avoir plus de réponses à partir de l'ouverture et à partir de lundi 15h30, ouverture des marchés. Encore une fois, je sais pas si le changement d'heure impacte ça, faudra regarder si ça devient 14h30 ou peu importe. Donc voilà, mais moi, franchement, Hype, je le trouve un peu faible là. Je pense que si on commence à perdre les lots de 37,5, 38, je pense que je vais me recouvrir parce que c'est un peu chiant de voir ça sous résistance. Après, on sait pas ce qui peut se passer dans les prochaines heures. BTC, pour l'instant, je vois rien d'autre à faire. Et après, tout le reste, c'est genre Lighter, Arrête. Même BNB, genre BNB, le token du cartel n'arrive pas à pump. Franchement, Sol. Pour moi, c'est catastrophique. Enfin, en tout cas, ça m'intéresse pas. Donc voilà, hein, franchement, pour moi, là, tout va se décider sur la TradFi et la TradFi va impacter BTC, qui impacte aussi Hype, etc. Même si Hype a résisté pas mal quand même comparé à BTC. Enfin, quand même, comparer les graphiques, ça c'est Hype, ça c'est BTC. Donc, ouais. Il y a une surperformance nette. J'ai même la surperformance. Donc, ça c'est Hype vs BTC, Hype vs Ether, Hype vs Solana, Hype vs BNB. Donc, ça surperf tout. Et donc, en fait, moi, je cherche l'asset le plus fort. Donc, c'est ce que je regarde. Mais mis à part ça, en crypto, franchement, il n'y a pas 10 000 trucs. Peut-être regarder ce qui se passe d'un point de vue inflow, etc. Du coup, du côté des inflows et du côté de BTC, pour le coup, on a eu des sorties depuis le 17 mars, mais il se passe pas grand chose, honnêtement, c'est tranquille. C'est tranquille. ETH, pareil, Ça décaisse. Stagnation, mais ouais, c'est pas folichon. Solana, ils arrivent toujours à faire rentrer pas mal d'argent, mais de toute façon, ça reste relativement petit, mais il y a quand même de l'argent qui est rentré. Et après, sinon, c'est plus les dates, donc les treasury companies du style MicroStrategy, où là, tu le vois avec la courbe orange, ils font que accumuler du BTC, c'est une dinguerie. Là, il a quasiment 4% des BTC en circulation, hein, si jamais. C'est totalement lunaire. Mais le problème, c'est que voilà, il est sous son prix d'entrée, il a moins 7 milliards. Moi, en fait, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe si on commence à aller plus bas sur BTC, mais surtout sur Ether et tout, genre les Tom Lee et tout, ils vont commencer à transpirer de malade. Tu dis des choses qui sont pas plaisantes à entendre, hein, mais bon. Je sais, hein, mais Bitmain, moins 45%, belle performance, hein, sans levier. Prix d'achat 3006, ça c'est écrit.
$3600 prix d'achat moyen. GG à eux. Donc non, ouais, c'est un peu aberrant. Les seuls qui s'en sortent, c'est la date qui est sur Hype. Donc, mais mis à part ça, franchement, d'un point de vue ETF, de toute façon, vous avez la vue d'ensemble ici. On a une sorte de compression. Si tu regardes depuis le début d'année, on a des outflows qui sont de plus en plus petits, mais des inflows qui sont de plus en plus petits. Donc, je pense qu'on va arriver à une décision tôt ou tard. Mais globalement, vous voyez que on stagne depuis 1 mois et demi, 2 mois, d'un point de vue inflow. Moi, ce qui je trouve effrayant, c'est que malgré l'argent qui est rentré dans les ETF, malgré Saylor qui se la bute pour acheter tous les jours comme un cingouin, malgré les STRC, donc les trucs à taux fixe de MicroStrategy pour eux-mêmes acheter plus de BTC, etc. Malgré les milliards qui sont injectés, BTC continue de dump, en fait. Sachant qu'il a sous-perf avant. Et ça, franchement, c'est un peu effrayant, tu vois. Enfin, genre, par exemple, tu regardes BTC USD divisé par le gold, t'es quasiment de retour sur les lows. Tu regardes BTC USD divisé par le SP. Tu vois, genre, enfin, on a quasiment retracé tout le cycle, en fait, par rapport à ces actifs-là en surperformance. Ouais. Enfin, j'abuse un peu, hein, mais on a quand même une sous-performance quand même qui est assez insane depuis juillet 2025. Juillet 2025, c'est un peu avant le top. Enfin, c'est le top, en vrai, plus ou moins. Donc voilà, moi honnêtement, je suis dans une perspective où je sais pas exactement où va le marché. Si jamais on va plus bas, je pense que je me ferai des bagues long terme sur BTC. Mais je sais pas si t'as vu, il y a un tweet qui est passé, enfin il y a des données qui sont passées, et j'ai trouvé ça un peu inquiétant. C'est les mineurs de Bitcoin qui, d'un point de vue exploitation, font de plus en plus de revenus avec l'IA, et ils projettent que d'ici quelques mois ou quelques années, les mineurs de BTC feront bien plus d'argent avec l'IA qu'avec Bitcoin. Donc en gros, à quel point ça peut impacter la sécurité aussi. Parce que si ça devient EV+, d'arrêter le minage et de faire que de l'IA pour ces boîtes-là, c'est compliqué. Et je crois que c'était Messari et d'autres qui commençaient à dire que il y a pas mal de boîtes de minage qui commencent à pivoter vers l'IA. Ouais, c'est surtout que c'est plus la ruée vers l'or sur l'IA, si tu veux, que sur BTC. Après, BTC, on connaît, hein. T'auras pas à manger pour tout le monde. C'est ceux qui auront les stratégies les plus agressives pour générer leur Bitcoin le moins cher possible qui vont survivre. Et ouais, quand le BTC est à 100 000 balles ou 110 000 $ l'unité, forcément, tu retombes sur tes pieds. Mais là, BTC à ce prix-là, si tu trouves pas une électricité extrêmement peu chère ou si t'as pas le privilège d'avoir des ASIC avant tout le monde qui sont ultra rentables, tu te repars sur tes pieds. Ouais. C'est ça après, le truc. IA, c'est orienté GPU, ouais, bien sûr. Mais après, t'as... Non, c'est pas forcément. Ils sont aussi experts d'un point de vue infra, en énergie, enfin, il y a beaucoup d'overlap avec l'IA. Et du coup, le truc, c'est que si tu te dis qu'il y en a plein qui pivotent vers l'IA, c'est-à-dire que potentiellement, genre, le hash rate va baisser, et c'est-à-dire que la difficulté va baisser, et ça veut dire que, genre, le coût de minage, enfin, le coût de production d'un BTC va baisser aussi. Le coût de production va baisser. Mais moi, je te le dis, je veux pas faire le mec qui sait tout, hein, frérot. Mais toute ma vie, j'ai vu le hash rate de BTC monter. Là, en ce moment, il souffle un peu, ok, mais ça m'inquiète pas plus que ça. Et moi, de base, je suis de cet avis-là, mais je me dis que si ça doit bien changer un jour, enfin, si ça peut changer un jour, c'est probablement dans un contexte comme ça, non ? Ce qui va se passer, avant la menace, c'était une menace gouvernementale, en vrai, surtout. Ouais. Mais je te dis, c'est juste que tu as des boîtes qui seront beaucoup plus en place, où tu auras des entreprises qui vont faire des ASIC beaucoup plus efficients. Et en fait, c'est juste tu auras moins d'acteurs, mais tu auras toujours plus de hash rate. Et ils sont juste moins à se partager le gâteau, c'est tout. C'est comme ça que je le vois, moi. Ce que je trouve effrayant, c'est surtout BTC qui nous fait 6 bougies rouges de suite, là, en mensuel. Je crois que ça n'est pas arrivé depuis extrêmement longtemps. Vibe 2022, époque Crash Luna. La seule fois où on a fait 6 bougies mensuelles rouges de suite, c'était en 2018, tu vois. Ouais. Historiquement, c'est la seule fois où ça arrive. C'est en 2018, tu vois, pour te dire de la violence du bail. Donc ouais. En fait, moi, je vais pas vous mentir, BTC, j'ai envie d'en acheter à long terme, etc. Mais je vais passer pour un fou, hein. Mais moi, c'est la première fois depuis que je suis en crypto que j'ai le vrai doute. Ouais. Sur BTC. Mais tu sais pourquoi, frérot ? Parce que tu te daronises. Je pense pas, hein. Je pense pas, parce qu'un daron, il a grave envie d'acheter du BTC en mode son DCA tranquille et tout. Il préfère acheter des ETF et des actions, non ?
En fait, je sais pas. Genre, en fait, le truc, c'est que, je sais pas, en fait, Très, Bitcoin, il est Bah, pas fait pour être excitant, il est chiant, quoi. Il est chiant, performant, et il fait exactement ce qu'on veut. Mais, mais c'est juste que, je sais pas, je vois pas la narrative, là. En fait, je ouais. vois vraiment aucune narrative à court terme sur BTC. Parce que, enfin, la narrative qu'on avait juste avant, quand même, qui a fait notre cycle, c'est la narrative des ETF. Mais là, du coup, c'est quoi la narrative pour le moment? Alors après, vous me direz, ils ont mis des ETF, c'est pour les remplir et ça va continuer. Et BTC a battu tous les records sur les ETF et tout. Et je pense pas que les institutionnels vont se retirer de BTC. Et je pense pas que c'est le top historique de BTC, quoi. Je pense qu'on ira plus haut, mais je sais pas, je suis pas. En fait, j'ai l'impression que j'ai moins le sentiment d'urgence d'acheter du BTC par rapport à avant. Et c'est même pas une question de oh, t'as de l'argent, ça va et tout. Non, c'est vraiment une perspective, je sais pas, de ROI et d'espérance de gain. Je sais pas, ça me. Non, mais c'est très simple. C'est très simple. Nous, quand on a découvert les cryptos, frérot, dans notre tête, c'était ruer vers l'or. C'était le marché trop excitant. Il y a tellement de choses à faire. Voilà. On a vu tous les cycles. Et là, aujourd'hui, l'ambiance ruée vers l'or, elle est dans l'IA. Et tous les bêta-plays de l'IA, parce que ça va transformer tous les secteurs. Voilà. Il y a quelqu'un qui a dit le Gold n'a pas de narratif, il a fait son boulot. Mais ça, c'est entièrement faux. Gold, c'est Si, réserve de valeur. il a un narratif. Non, mais Gold, il a un narratif. Réserve de C'est la valeur. dédollarisation. Mais non, mais Dédollarisation. même au-delà de la dédollarisation, c'est surtout que c'est une valeur refuge. Surtout dans des moments de guerre, de conflit, de problèmes avec Ben, l'énergie. c'est exactement ce que je te dis, c'est la dédollarisation. C'est dans un monde où tu te dis, bon, sous Trump, ça part dans tous les sens parce que Iran, parce que t'as moins ce... Avant, Mais tout du passait Gold, par c'est le pas dollar, forcément tu vois. dédollarisé. Bah, c'est d'avoir une monnaie. En fait, comment te dire? Moi, je suis un pays comme la France, typiquement, comme n'importe quel pays qui est ni la Chine ni les États-Unis. J'ai moins envie d'être all-in dollar et j'ai pas envie d'être all-in yuan chinois ou je sais quelle saloperie, tu vois. Donc, si je dois accumuler un actif qui fait office de réserve de valeur, comme tu dis, je prends de l'or. Alors qu'avant, c'était vraiment le dollar la réserve de valeur, tu vois. Mais quand on dit dédollarisation, c'est surtout pour dire qu'il y a d'autres monnaies que le dollar, non? Bah ouais, mais la monnaie, l'or, c'est un peu la monnaie marchandise, tu vois. Parce que tu peux quand même t'en servir pour faire des échanges. Oui, non, mais j'ai ça plus parce qu'on parlait des BRICS et tout quand même pendant un moment quand on parlait des dollarisations. Ouais, bien sûr. Mais le problème des BRICS, c'est qu'il n'y a pas de BRICS en vrai, c'est la Chine. Les BRICS, c'est la Chine. Et aujourd'hui, justement, l'Iran, elle fait quoi quand elle va vendre son pétrole? Bah, elle va le vendre de plus en plus avec du yuan chinois, tu vois. Mais attends, mais il y a un mec qui dit les ETF, ce n'est pas une narrative des gens qui vont acheter des BC à travers les ETF, ce n'est pas parce qu'il y avait une narrative ETF qu'ils ont acheté. Non, mais tu réfléchis, frérot, genre, J'ai pas compris. c'est littéralement parce que, en fait, avant, la TradFi n'avait pas accès enfin, c'était trop compliqué pour eux de s'exposer à BTC. Donc, forcément, quand t'as des ETF, il y a un narrative ETF parce que c'est BTC enfin disponible aux institutions, en fait. Et via des grosses entités. C'est ça la narrative. C'est que genre la TradFi peut enfin accéder à une grande échelle à Bitcoin, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis et c'est surtout la régulation ou la dérégulation, ou en tout cas le contexte aux États-Unis qui a favorisé le truc, parce qu'en plus de ça, il y avait la narrative globalement Trump au pouvoir, allons-y les crypto-bros et tout. Mais du coup, à court terme, la narrative, je dirais qu'elle est plutôt genre sur du stablecoin, sur genre des real world assets on-chain, sur genre les actions et les indices et tout tradable on-chain, etc. BTC, tu peux je dis pas que BTC est moins intéressant, encore une fois, enfin moins bon fondamentalement, mais je sais pas, moi il y a un truc qui fait que là actuellement en tout cas c'est, mais peut-être qu'il suffira que je vois moins 50% ou moins 30% sur le prix pour me convaincre que d'autres choses, tu vois. En tout cas c'est juste qu'actuellement on est dans un spot de con, je trouve. Je trouve que c'est pas le prix idéal pour acheter long terme, enfin ça se fait. Mais moi, je suis un peu plus exigeant sur ça parce que je suis plus actif sur le marché, donc je time plus les choses. Et en même temps, genre shorter ici, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, le cul entre deux chaises. Mais après, il faut apprendre à ne rien faire, en fait. Et le truc de détenir ses assets et tout, et être souverain et tout, et je suis 100% d'accord, les gars, mais c'est juste que quand il y a le risque de kidnapping, vous réfléchissez même plus pareil, en fait. Clairement. Bah, quand tu as une entreprise, enfin, je sais pas, tu es une entreprise.
Tu te lèves, on t'a sifflé tes clés privées, t'as perdu tes bitcoins, tu sais même pas ce qui s'est passé, tu veux porter plainte contre qui, tu veux faire quoi, c'est fini, tu vois, t'as juste perdu tes bitcoins. Fin. Non, mais moi, je parle plus genre. Enfin, en vrai, moi, je me sens. Alors, je sais que ça va être aberrant pour des Bitcoin Maxi pour certaines personnes dans le chat, mais honnêtement, je pense que je dors mieux avec du BTC en ETF BlackRock qu'avec des BTC en self-custody, honnêtement. Ouais, mais c'est exactement ce que je suis en train de dire, sauf que c'est pas pour du kidnapping, c'est pour du piratage. Mais dans les deux cas, c'est le risque de perdre l'accès à tes fonds. C'est pareil. Je me daronise et tout, mais la réalité, c'est que aussi d'un point de vue comptable, frérot, t'es là, tu fais des transactions sur hyper liquide, tu fais des transactions sur des fous, puis après, à côté de ça, tu utilises des exchanges centralisés, etc. Oh là, wow. Alors que tu peux juste mettre ça dans des ETF, TradFi, des trucs qui sont déjà fiscalisés, prêts, ça fait je sais pas combien de temps ils font ça, c'est sécurisé par BlackRock, frérot. En mode, moi, je crois dans la vision de Satoshi, etc. Mais frérot, je pense à ma sécurité, je pense à ma vie, je pense à... Et c'est terrifiant, parce que si des gens comme nous se disent ça, compliqué. Encore une fois, je dis pas que je ne crois pas à Bitcoin, et je dis pas qu'avoir la custody de ses fonds, c'est mauvais. C'est juste qu'avec le contexte en France, et le fait qu'on soit public, etc., et les délires de fiscalité, de comptabilité et tout, je vous jure qu'au bout d'un moment, ça tape sur le crâne, en fait. Je vous jure, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point ça tape sur le crâne. Plus d'impôts avec les FBTC sans parler des frais. Bah, les frais, ça va être 0,14% à l'année, là, avec JP Morgan. C'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup en même temps. Surtout par rapport à la performance relative. Ouais. Et après, oui, tu peux pas tricher sur les impôts, c'est clair. Après, on n'a pas le même capital que le Big P. Bah non, mais c'est pas en mode taille de capital. C'est plus que genre... Enfin, évidemment, genre, quand t'arrives à certaines sizes, genre, c'est chiant fiscalement, genre, d'un point de vue comptable, en fait. Surtout quand tu fais beaucoup de transactions. Parce qu'en fait, autant tu fais genre une transaction par an, t'achètes ton BTC, ou allez, tu fais 3 allez, je sais pas, même tu fais genre 5 transactions par mois, genre, ça va, tu vois. Mais quand tu commences à trader on-chain et que tu signes des trucs partout et que tu bridges et que tu scies, je vous jure, d'un point de vue comptable, c'est un enfer. Mais un enfer, genre. Tu t'en sors plus, quoi. Peut-être on peut prendre d'autres questions dans le chat. Yes, de toute façon, dans le chat, les potes. On regarde ça. On le lit le chat depuis tout à l'heure. J'adore le mood de bear market. Alors là, c'est vraiment une conversation de bear market, c'est clair. Mais après, on est vraiment en bear market, quoi. Bah, disons que la réalité aussi, c'est qu'on est un petit peu plus à terre que sur les cycles précédents. Et d'ailleurs, notre discours, ça n'a jamais été de dire road to zero, les cryptos, c'est terminé. C'est juste que à chaque fois, il y a un narratif qui pousse l'enthousiasme et que là, il est juste pas là, en fait. Il est tout simplement pas là, que ce soit sur Bitcoin ou sur le reste, quoi. Jusqu'au jour où un Lehman Brothers arrive et la balance penchera dans l'autre sens. Mais c'est clair que c'est un risque. Après, faut pas oublier que c'est pas BlackRock qui détient les BTC. Hein. Enfin, c'est pas eux qui font la custody des fonds, quoi. Genre, ils s'impriment pas du BTC, quoi. Genre, c'est vraiment backé, quoi. Ils sont obligés légalement. Après, ça se trouve, il y a une dinguerie, hein, je sais pas, mais... Non, mais de toute façon, déjà, Bitcoin, c'est pas en proof of stake. Donc, si ils veulent faire des bêtises, ils font des bêtises, mais ça se règle assez facilement. Par contre, sur du Ether, ça peut se compliquer, ouais. Quelqu'un qui me dit Picsou, pourquoi tu fais plus tes suivis des trades et tout sur Discord? Bah, c'est vrai que j'ai un peu laissé le Discord à l'abandon, mais la réalité, c'est que en fait, j'ai juste plus le temps, en fait. J'ai juste plus le temps et je partage déjà beaucoup de choses sur Twitter et c'est juste que, en fait, je sais pas si vous réalisez la pression que ça met de faire des calls. Genre, c'est du temps, c'est de la maintenance, genre, tu dois tout documenter, tu dois gérer ça. Quand ça se passe mal, ça vient sur ta gueule. Tout le monde te chie sur la gueule, c'est ça. Quand ça se passe bien, c'est cool, mais c'est pas aussi bien que quand... Enfin, c'est pas genre si positif que ça par rapport au moment où c'est négatif. Et surtout que, bah... voilà, moi, je passe mon temps globalement à build. Donc, j'ai moins de temps pour ça, en fait. Sincèrement. Donc, j'avoue que je suis un peu parti comme un sauvage sur le Discord, mais c'est juste que j'ai plus le temps pour ça. Et voilà, après, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais après, au bout d'un moment, c'est aussi penser à soi. Parce que, non, mais puis le marché, en plus, c'est pas des plus agréables, quoi. Donc, ça, déjà, il y a ça. Et si c'est pour faire les trucs à l'arrache, autant pas le faire. Hein. Ça. Il y a quelqu'un qui a dit c'est un engagement complexe que tu dois bien faire ou pas du tout. Bah, je suis d'accord. C'est pour ça que faire le truc à moitié, c'est un peu compliqué.
Après, vous avez quand même une perspective sur ce que je fais et sur ce que je pense du marché, mais voilà. Tout le monde a oublié NMR dans la narrative IA avec JP Morgan qui investit dessus. JP Morgan investit vraiment dessus. NMR. Plutôt, il y a toujours c'est pas Numérail ou un truc. Numéraire, mais c'est Numéraire, vieux comme le monde, numéraire. Mais moi, jamais de ma vie, je mets mes sous sur numéraire. C'est un token de 2018, frérot. On me dit LVMH, tu en penses quoi sur le niveau actuel? Tu en parlais pas mal en septembre 2025. Bah, LVMH, il a round trip en fait. Il est tout simplement revenu sur mon prix d'achat, enfin même légèrement en dessous. Et j'ai pas vendu. Là, actuellement, je continue à en acheter un petit peu Enfin, je vais commencer à partir de lundi à en acheter un petit peu tous les jours. Mais j'y vais doucement. Je suis sur le site de numéraire. Boeing, t'es toujours Use dessus. Frontier. Ouais. Non, mais en Boeing, gros. je suis dessus, mais on m'a chié à la gueule et je pense que c'est bien lié à l'Iran. Sacré timing, bien joué à moi. Mais j'ai pas réalisé la perte, mais je suis en perte, oui. Je suis en train de regarder le numéraire là. En gros, ils ont fait un espèce de skill pour prédire les prix du marché action. Je sais même pas en quoi le jeton vient s'imbriquer là-dedans. Le site, il fait un peu tiep. Quid des marchés prédictifs sur HL? Ça va dépasser Polymarket. Dépasser Polymarket, je sais pas, mais je pense que ça va bien marcher sur HL. Surtout que en fait, c'est pas que les marchés prédictifs, c'est genre aussi le marché des options tout court. Et je pense qu'il va y avoir un gros mode dessus. En gros, il y a des mecs qui ont digué de ouf, dont des Français et tout. Enfin bref, la commu UFR est vraiment forte sur HL, même s'ils tweetent pas forcément en français. Et en gros, ils ont vu que les frais qu'il y aura sur les marchés prédictifs HL, ce sera les mêmes qu'en spot, mais ils ont un paramètre qui s'appelle scale, et du coup, en gros, je suppose que s'ils veulent les doubler ou les diviser par 10, ils peuvent le faire. Par défaut, ce sera comme les marchés spot, mais je pense qu'ils vont lancer comme les HIP3 en mode growth. Donc je pense qu'ils vont diviser par 10 ou rendre ça très peu cher pour l'instant. Surtout s'ils veulent être compétitifs par rapport à Polymarket. Mais en vrai, moi, je serais à HL, je mettrais peu de frais et je ferai en sorte que tout le monde vienne trader chez moi pour essayer de bousiller Polymarket. Mais je pense que la manière dont c'est fait sur HL, c'est beaucoup plus efficient. En fait, le truc, c'est que c'est codé dans le L1, en fait. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un L1 qui est dédié au trading, low latency et tout. Bon, après, sur la décentralisation, on en reparlera encore plus tard. Mais, en tout cas, actuellement, Polymarket, c'est du bricolage sur Polygon, non? Ce que je comprends. Ouais, ils s'en séparent, mais à la base, oui. Et là, ils introduisent les frais sur certains marchés. D'ailleurs. Pas tous, mais sur pas mal. Donc c'est peut-être maintenant que HL a son épingle à tirer du jeu. Mais moi, la question que je me pose, c'est quoi la vision derrière Polymarket? Parce qu'en fait, maintenant, on est un peu arrivé à un moment où on sait ce que c'est Polymarket, on sait quels produits ils offrent, etc. Mais comment leur proposition de produit va évoluer? Est-ce qu'ils vont lancer d'autres produits? Qu'est-ce que ça va être, etc. Moi, ça m'intéresse vraiment. De savoir la direction qu'ils vont prendre, quels sont les drivers de revenus, est-ce qu'ils se focusent sur des nouveaux produits ou est-ce qu'ils se focusent sur la régulation, sur la distribution? Parce que, enfin bref, de toute façon, en fait, Polymarket, mais en plus, ils ont dit qu'il allait avoir un airdrop et puis maintenant, il y a les délires d'IPO, il devait aller à 20 milliards et tout, je sais pas, je sais pas si on va faire de l'argent avec Polymarket. Enfin, en tout cas, moi, je farm, enfin, je trade dessus. Ah ouais, je peux vous dire ce que j'ai fait d'ailleurs. Je me suis positionné, je peux peut-être montrer à l'écran, juste voir si j'ai pas fait de sauvagerie sur mon écran. En attendant, on demande ça, des news de Sam de Journal du Coin. Moi, je l'ai vu il y a quelques mois, il va très bien. En ce moment, il est même pas à Dubaï. Je vais pas dire où il est parce que je vais pas dire où il est parce que voilà, en fait, il se fait petit entre les histoires de kidnapping et tout. Il build, mais voilà, il fait son truc dans son coin, il se fait discret. Justement, je sais qu'ils ont arrêté, mais ils vont peut-être faire autre chose après, tu vois. Je pense qu'il va pas rester passif. Avec lui, justement. Et du coup, je prends juste du temps pour lui là, honnêtement, les gars, parce que entre ce qu'il faisait pour Journal du Coin et puis après il a enchaîné avec Node Guardians et après l'autre projet qui était associé à Node Guardian qui faisait en partenariat plus ou moins sur la chaîne d'Ethena, etc. Puis Ethena au final a pas fait sa chain, et enfin bref, c'était un beau bordel. Du coup, un peu compliqué. Et du coup, ils ont préféré ne pas lancer de token que lancer un truc un peu à moitié, quoi. Donc franchement, c'est à son honneur parce que je pense qu'il y a plein de builders qui auraient pris une décision différente. Donc franchement, GG à lui pour ça. Et sinon, je pense qu'il prend du temps pour se reposer et tout, parce que en fait, je pense que les gens ne réalisent vraiment pas
le temps et l'énergie que ça prend de build. Genre vraiment, c'est lunaire. Genre, en fait, ça te rend Ouais, ta vie, en fait. après les gens, ils travaillent 5 jours par semaine, toute l'année, Oui, non-stop. Hein. mais être salarié et être entrepreneur, c'est totalement différent. Bah, c'est deux choix différents, ouais. Ah Mais oui, dans les non, deux mais cas, ce tu que je veux dire, bosses. c'est que être entrepreneur, enfin, il y a beaucoup plus de risques qui est associé à ça, quoi. Enfin, Ouais, ça bien sûr. dépend, non, mais les gars, je suis pas dans le chat, je suis pas en train de dire vous foutez rien. On soit d'accord. Mais c'est juste que, genre, quand toi, tu mets à ta disposition absolument tout ton temps, ta vie perso, ta vie privée, ta vie pro, ton argent, genre, genre, en fait, en fait, quand t'es salarié, il y a quand même pas mal de monde où tu peux avoir en tout cas, tu as plus de Ouais, temps pour avoir une déjà vie en France, tu as privée. les congés payés. Déjà, tu Plus as de temps 25 pour jours de avoir congés une vie payés. privée. Quand tu es entrepreneur, Mm. je trouve que c'est infiniment plus dur d'avoir une vie privée. C'est plus là où je voulais en venir, en C'est vrai, plus du je suis stress. d'accord. Je Et suis en plus, totalement en d'accord. crypto, où ça bouge encore plus vite que dans les autres industries. Donc voilà, je suis pas là pour dire genre faire ça c'est mieux ou faire ci c'est moins bien. Hein. Je suis pas du tout dans cette optique-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que genre monter une boîte, monter un protocole et tout ce qui s'ensuit, c'est extrêmement stressant, extrêmement usant et fatigant, et c'est pour ça que je pense qu'il a pris du temps pour lui. Ah, c'est vrai. Bah, disons qu'en fait, pour ceux que ça intéresserait de se dire je quitte ma boîte et tout, machin, le truc trop cool, c'est que c'est toi qui gères. Donc, si tu as envie de te lever à 11h ou de dire vas-y, aujourd'hui je branle rien, tu branles rien. Par contre, le truc moins cool, c'est qu'en fait, le truc va pas avancer de lui-même et que du coup, tu es obligé d'envoyer. Et c'est vrai que c'est très dur de se trouver un moment pour soi sans s'en vouloir presque de prendre un moment sur toi, tu vois. Nous, typiquement, dès qu'il y en a un qui décroche quelques jours, tu vois, les autres, ils attendent une réponse de ta part. Ils attendent de tes nouvelles et du coup, t'as du mal à décrocher. T'es obligé de regarder ton téléphone, t'es obligé de regarder tes mails, t'es obligé de t'excuser. C'est tout le temps, en fait. C'est tout le temps. Donc après, ça fait partie du jeu, hein, évidemment. Je pense qu'il y a juste plein de gens qui se rendent pas compte surtout en fait, encore une fois, je suis pas en train de dire il y en a qui font mieux que d'autres, etc. C'est juste que en fait, en crypto, tu dois lever des fonds, tu dois te faire auditer, tu dois pas être has-been. Genre le monde crypto bouge à 40 000 à l'heure. Il y a des mecs ils arrivent du jour au lendemain, ils peuvent te fork ou faire un truc. Il y a des mecs qui trichent dans les chiffres qui montrent, t'as beau tout bien faire, t'as le marché qui peut dump pendant 6 mois comme ce qu'il fait maintenant. Genre, tu peux avoir un 10 octobre qui te casse la gueule du jour au lendemain. Clairement. Genre, c'est vraiment, genre, les gens qui build et tout, franchement, respect. Surtout en crypto, c'est une industrie qui est pas évidente maintenant, qui est beaucoup moins évidente qu'il y a 4-5 ans. Il y a 4-5 ans, t'arrivais avec un PDF de 5 pages, truc de Golemont, tu levais 20 millions. Aujourd'hui, tu peux faire un truc ultra poussé, c'est très compliqué de convaincre les gens, quoi. Donc, et en plus de ça, alors il y a une petite composante. Alors Sam, ça va parce que lui, il est parti en bon prince. Tu vois, les gens, ils ont gardé une très bonne image de lui. Mais nous, il y a ce côté où en fait, t'as beau essayer d'être honnête, de faire tout bien et tout, tu vas toujours être considéré par une partie de la population comme un putain de parasite parce que t'es un influenceur, et que tu parles de crypto et que c'est une ambiance de scammer et qu'en fait on te met dans le lot que t'es là pour milquer ta communauté et la dépouiller, tu vois. Les gens en fait se disent s'il est entrepreneur crypto, c'est qu'il est là pour dépouiller sa commu, et en fait c'est horrible. Nous on essaie d'être honnête. Alors on a des sponsors et tout, mais on est transparent, vous voyez. Mais il y a toujours ça. Et même si tu peux dire oui, mais c'est un petit pourcentage, mais tu t'en fous. En vrai, tu t'en fous pas, tu vois. En vrai, ça te pèse quand même. Ça te pèse tout le temps. En vrai, c'est même pas ça. C'est qu'en France, déjà, on te met des bâtons dans les roues de malade. Donc bon, à partir de là. Ouais, clairement. Ouais. Du coup, moi, je regardais ça. C'était Based. Moi, j'ai parié que ça allait être au-dessus de 50 et 75e de FDV. Parce que Base, c'est ce qu'on montrait avant, là, tu sais, le truc que tu montrais avec Phantom. Base, bien sûr. La deuxième app qui fait le plus de revenus. Bon, après, en fait, la secret sauce de Base, c'est qu'ils redonnent jusqu'à 60% de leurs revenus, même un peu plus. Donc, tu sais pas exactement ce qu'ils font en net, ou en tout cas, si les chiffres qu'ils affichent, c'est pré-référal distribution ou post-référal distribution. Mais en tout cas, c'est clairement une machine à cash.
Et je pense que les gens qui comparent Kinetic ou Hyperlane à Base n'ont rien compris. Parce que c'est un terminal de trading, donc d'un point de vue purement ratio argent, TVL et activité et revenus, c'est le jour et la nuit. Genre, ça doit générer probablement au moins 3 à 4 fois ce que fait Kinetic en revenus à l'année, tu vois. Et Kinetic, actuellement, je crois, c'est 120, 130 millions de FDV ou un truc du style. Donc je dis pas que ça va aller à 400 millions. Et après, encore une fois, il y a le débat référal, pas référal, dans les revenus, etc. Mais tout ça pour vous dire que pour moi, c'est pas un truc sur HL comme un autre, quoi. Enfin, c'est le leader en termes de revenus. Donc c'est pour ça que moi j'y crois et que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parient que ça va être sub 50M parce qu'ils sont en mode tout ce qui sort sur HL, ça va à zéro. Mais je pense que les gens ne comprennent pas bien ce que c'est Base les métriques autour. Après, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, là, c'est un pari sur ce qui va se passer 24 heures après le TGE. Donc moi, mon bet, c'est qu'on va atterrir entre 100, allez, je dirais, au moins entre 130 et 160 M de FDV. Et du coup, moi, je bête là où il y a le plus d'upside, notamment sur 75, qui me semble le moins risqué. Et je suis très, très convaincu que ça va être au-dessus de 75 M de FDV. Donc là, c'est comme si on me vendait $1 à 70 centimes, donc je prends l'opportunité. Après, encore une fois, il y a des risques. Ça se trouve, je vais avoir tort, etc. Mais voilà. Base, ils ont aussi des cartes, ils font aussi de l'IA, ils font aussi des trucs. Après, là c'est un prediction market. Hein. Je me marie pas au token. C'est pas forcément un token que j'ai envie de hold. De toute façon, j'ai pas l'airdrop. Mais voilà. Le TGE, c'est demain. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que le TGE, c'est demain, c'est le 30. Donc, c'est un marché qui va... Enfin, moi, je me suis positionné sur les derniers jours. Donc, en gros, je vais avoir besoin de hold que, je sais pas, quelques heures. Et en fait, le truc, c'est que, genre... Encore une fois, il y a des risques. Ça se trouve, ça sera en dessous de 50 M, j'en sais rien. Mais typiquement, si tu penses que ça va être au-dessus de 50 M et que tu le sais demain, ça veut dire que là, en gros, et que tu as une énorme conviction que ça va être au-dessus de 50 M, c'est-à-dire que tu prends 10% en 24 heures, quoi, sur ce que tu mets. Donc après, évidemment, c'est pas un marché ultra liquide, etc. Mais ce que je veux dire, en termes d'APY, genre en DeFi, on se bat pour du 5, 7, 10%. Quand je réfléchis de cette perspective-là, voilà. Après, évidemment, c'est pas, je peux perdre mon capital, ça se trouve en dessous de 50 M, mais j'ai vraiment énormément de mal à y croire. Le TGE, on sait c'est quand ou c'est demain, ouais, c'est ce que je disais. C'est demain, pardon. Ouais, parce que dans le chat, il demandait et j'avoue, j'avais pas retenu. Ok, c'est demain. Donc il y a ça. Et ah oui. Ah ouais, ils font ça maintenant. Stylé. Et ouais, et moi je pense que Hyperliquid vont airdrop en 2026. C'est mon bet. En tout cas, je me positionne dessus. Donc après, en fait, j'ai même pas besoin de me positionner dessus dans le sens où si ils airdrop, je vais tellement me faire rincer que voilà. Mais c'est plus pour le fun. Moi, je pense qu'ils vont airdrop cette année. En gros, moi, mon pari, c'est quoi? C'est qu'on est en mars. Donc, il reste quoi? Il reste 9 mois. Moi, je pense qu'en 9 mois, Hyperliquid va faire un nouvel ATH et qu'ils seront tellement valo qu'ils sont en capacité de faire un airdrop. Et ça fera, à la fin de l'année, ça fera 2 ans qu'ils ont airdrop. Et ils ont encore beaucoup de supply à distribuer. Et je me dis que faire un truc cette année, ça me paraît likely. Donc, moi, mon pari, c'est que Hyperliquid vont airdrop en 2026. En tout cas, c'est ma take actuelle. Je sais pas ce que vous en pensez, les potes, mais... Moi, c'est voilà. Bah, tu vois, tu l'as dit vite. Par exemple. Je décompose ta pensée. En fait, c'est simple, c'est que là, dans la condition actuelle de marché, c'est pas intéressant de faire un airdrop parce qu'en fait, ce serait un coup d'épée dans l'eau. Ce serait dommage de niquer le coup. Mais si le marché reprend des couleurs, comme tu le dis, ça devrait normalement être un actif fort. Si c'est un actif fort, il y a des probabilités non nulles qu'il tape un ATH. Et s'il est en ATH ou qu'il est proche de l'ATH, voilà, on envoie un petit airdrop et puis tout le monde est content parce que le truc est beaucoup plus valorisé, donc ils peuvent envoyer un petit pourcentage du supply et ça rose quand même pas mal de monde. En fait, le truc, c'est qu'il reste 40% de supply à distribuer. Donc, la contre-thèse, l'antithèse, c'est que Hyperliquid est un projet crypto qui est différent de tout le reste et qu'ils n'ont aucune pression d'un point de vue airdrop. Mais quand tu as 40-50% encore à distribuer, même imaginons tu le fais un peu sur 10 ans, même sur 15 ans, ouais. tu vas le faire peut-être tous les 2-3 ans au moins. Tu vas pas faire tout d'un coup à chaque fois. Ouais. Et du coup, je me dis que 2 ans après le TGE, c'est cohérent.
Donc moi je pense qu'il y aura un airdrop cette année. Après, ça se trouve je me trompe, et si je me trompe en vrai je m'en fous. Mais en tout cas moi je pense qu'il y a un upside à prendre sur ça. Alors après c'est très peu liquide, hein, c'est tout petit. Hein. Mais moi je pense que tôt ou tard ça va se réexciter et qu'au minimum il y aura une porte de sortie sur ce marché-là. Et petite Après, note. moi je partage ce que je fais. Alors, Alors, je dis pas que c'est la bonne chose à faire. Info chat, j'ai pas vérifié. Apparemment, il reste 44% de supply à distribuer. S'il donne 4% sur une FDV de 25 milliards, on est bien au-dessus, non. on est à 38 milliards. Non, disons sur une FDV genre de 70 milliards, parce que ça ferait un ATH, etc. C'est-à-dire tu distribues comme ça 3-4 milliards, genre, pour faire plaisir. Ouais, c'est ça. C'est gigantesque. C'est ça. C'est ça. Et ça enterrerait pas le projet, tu vois, distribuer ça. Et le truc, c'est que plus tu mets du temps à airdrop, plus tu dilues les gens aussi. Bah, plus le temps avance, plus il y a de gens qui ont tradé entre le TGE et maintenant. Et puis il y a de volume qui est exécuté. Donc en fait, plus t'as de gens à récompenser. Et donc plus t'attends, plus t'as de gens à récompenser, plus la récompense par personne va être faible. Donc tu peux pas espacer trop non plus les airdrops. Sinon, tu vas te retrouver avec des airdrops qui qualifient tellement de gens que ça en devient ridicule. Alors, enfin, au bout d'un moment, de toute façon, il y a tellement de volume, tellement de gens déjà, que les airdrops pourront pas être aussi gros qu'avant, individuellement, je veux dire. Mais voilà, en tout cas, moi, je réfléchis à ça comme ça. Après, ça se trouve, je suis dans le faux, j'en sais rien. Mais moi, c'est my take. Écoute, on est pas mal, hein. On est sur un bon 2 heures de format. On se retrouvera en live de mon côté, twitch.tv/capetleré cette semaine. What else? Bah, merci toujours à OKEX de soutenir cette émission. Vous avez le lien en description, en commentaire épinglé. Merci comme d'habitude d'être toujours présent sur le live. On est un peu moins en ce moment, le marché est un peu moins cool, mais voilà. J'espère que vous aimez aussi le fait qu'on parle plus de macro, plus d'IA. Je pense que niveau IA, on commence à être de plus en plus pertinent. Moi, j'avoue, j'y passe vraiment beaucoup de temps, surtout l'IA en local. Là, j'ai pas voulu vous faire une démo, mais je me suis fait un setup un peu custom avec un moteur Llama SCCP, 2 modèles Qwen et tout. Je vous montrerai ça en live cette semaine. Et l'idée, c'est de vous faire un tuto aussi pour faire tourner tout ça. Et je suis très bull sur l'IA en local, qui sera toujours moins bonne que les IA privées. Hein. Mais là, on est à quelques semaines, je pense, avec Hermès Agent. Je pense qu'on est à quelques semaines d'un truc où sur un PC gamer, tu fais 90% de ton développement agentique. En gros, tu vas prompter un peu Claude pour orchestrer ton projet, faire une première recherche. Mais sur la partie exécution, tu peux la donner à un modèle local qui tourne sur une carte graphique et ça devrait tourner, tu vois. Donc je pense que là, on est sur un changement de dimension assez impressionnant. Donc voilà les potes, merci pour tout. Comme d'habitude, vous êtes toujours les bienvenus sur coinacademy.fr. On se retrouve chaque dimanche, lundi de temps en temps pour faire les émissions. Ça se passe à 19h heure française en général. Et puis peut-être qu'on se fera une émission avec des invités aussi. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu d'invités sur les émissions Masterclass. Donc voilà, vous pouvez nous proposer des invités aussi dans l'espace commentaire. On regardera tout ça. Et merci Léo de nous partager à chaque fois ce que tu fais, ta vision sur le marché macro. Toujours un bon compliment, ce duo historique depuis 5 ans. Ouais, non, mais c'est toujours content de faire ces masterclass. Et puis, comme vous le voyez, on regarde des choses totalement différentes. Donc, je suis plus en mode DeFi, on-chain, trading, TradFi. Kavet est plus genre IA et hardware et fonda tech pur sur les cryptos et les blockchains. Ouais. Et du coup, je pense que l'union des deux fait que genre, à chaque fois, vous avez des contextes qui sont assez complets. Évidemment, on peut faire des erreurs, mais je pense que c'est déjà un bon début et déjà quelque chose d'assez compétitif par rapport au contenu qui est disponible en ligne. Voilà. Donc, comme d'hab, la rediff, vous l'avez le lendemain, assez tôt. Donc, vous l'aurez sur la chaîne YouTube. Donc, vous avez tous les liens utiles en description. Et on se dit à très vite. N'hésitez pas à vous abonner. Et ciao tout le monde. Tchuss la team.